Bien. Bonjour à tous. On va attendre encore un petit peu que les gens puissent se connecter. On va donner les 4-5 minutes de rab. Et on va commencer. Et je te propose qu'on commence. Eh bien, vas-y Pierre, je te donne les clés pour démarrer. Bon. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Pierre Mustière. Je suis le président de l'UFE Japon. L'UFE Japon est une association de francophones, français et amis de la France au Japon. C'est une association reconnue d'utilité publique. On organise des événements, des conférences sur des sujets qui peuvent être à la fois des sujets pratiques, des sujets plus culturels. Aujourd'hui, on va accueillir Jean-Noël Renard, qui pour cette session en ligne va nous parler de tout ce qui est actifs financiers, gestion de patrimoine pour les résidents au Japon. Rapidement, donc Jean-Noël est représentant de Richelieu International pour le Japon. Il a 20 ans d'expérience dans les salles de marché, dans tout ce qui est trading et structuration des produits financiers. Il est professeur à la Sorbonne et diplômé de l'École centrale de Lille. Il a déjà fait des conférences sur le sujet pour notre compte il y a quelques années. Donc, pour la conférence, on va pouvoir prendre les questions dans le chat. Donc, vous avez normalement un chat ici. Hop. Et par contre, on va répondre peut-être en fin de conférence pour éviter de trop interrompre le flux de la présentation. La conférence sera enregistrée. On va pouvoir la voir sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Et puis les slides qui vous sont présentés seront disponibles sur notre site. Je vais laisser la parole à Jean-Noël pour se présenter et pour rentrer dans le dur sur cette présentation. Donc, merci à toi, Jean-Noël, pour quoi, une heure de présentation à peu près? Oui, à peu près. On verra, mais je pense. Je vais Bon, mettre effectivement un petit chronomètre en marche pour éviter effectivement de se laisser absorber par trop de temps. Et voilà. Hop. Allez. Bien, Coach Raposo, c'est moi qui te remercie, Pierre, et qui remercie l'UFE de m'accueillir une fois de plus. Effectivement, c'est la troisième conférence que j'ai la chance d'animer dans le cadre de l'UFE Japon, et même d'autres dans d'autres UFE. Donc un grand merci à Pierre et à toutes les équipes d'avoir rendu cette présentation possible et un grand merci à ta patience Pierre pour notre dernière demi-heure qui a été un petit peu mouvementée en vue de pouvoir se connecter. Voilà. Donc, comme l'a dit Pierre, hein, nous allons parler des actifs financiers dans la gestion de patrimoine et avec un axe bien sûr particulier hein, pour les résidents au Japon.
Donc, rapidement, le sommaire des choses qu'on va voir ensemble ce soir, hein. Après une brève introduction, on va voir les enjeux de la gestion de patrimoine, donc effectivement, dans quel cadre ça s'inscrit, puisqu'effectivement, c'est un contexte, hein, cette présentation va se faire dans un contexte de fructification d'épargne, hein, donc de gestion de patrimoine. Et donc, on va balayer les actifs financiers. Alors, on va bien sûr faire un petit laïus, hein, sur financier versus immobilier. Et après, l'axe étant essentiellement sur les actifs financiers, on va dérouler la plupart des actifs financiers qui sont accessibles dans le cadre d'une gestion de patrimoine. Et on verra dans une partie ultérieure comment, bien sûr, investir, dans quels véhicules sont à notre disposition pour pouvoir investir dans ces différents actifs financiers. Et après, hein, comme l'a indiqué Pierre, on aura une session de questions et réponses. Alors, rapidement sur Richelieu International, qui nous sommes? Bien, nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Donc, j'insiste bien sur cabinet de gestion de patrimoine, je pense que ça parle à pas mal d'entre vous. Indépendant, ça c'est le mot qui est extrêmement important, puisque nous ne sommes détenus que par nous-mêmes et donc aucune institution financière, hein. Nous avons accès à l'ensemble des solutions disponibles sur le marché et nous, bien sûr, nous ne les mettons pas toutes forcément à disposition puisque ça, c'est notre travail, notre valeur ajoutée, c'est de choisir les meilleurs et ce choix ne se fait uniquement sur la qualité et en absence de tout autre conflit d'intérêts, ce qui nous permet vraiment de présenter les meilleurs produits et les meilleures solutions pour nos clients. Alors, notre ADN, c'est les non-résidents, en particulier les Français non-résidents. Et même à l'intérieur de cet ADN, on a un sous-ADN qui est l'Asie, hein, puisque le cabinet s'est développé en Asie, a pris naissance en Asie. Donc maintenant, on a maintenant quelques années de recul en Asie. Ça nous permet de nous lancer aussi à la conquête d'autres, on va le voir, hein, d'autres territoires. Donc, on a un biais pro-Asie, on va dire, mais pas que. Nos domaines d'expertise, eh bien, la planification, en particulier pour la retraite, ça c'est un point évidemment très important pour les expatriés qui sortent du cadre purement franco-français, hein, de la retraite, avec, on va dire, l'assurance d'aller en cotisant jusqu'au bout, d'aller à sa retraite et de toucher une retraite à 64 ans ou peut-être plus pour les plus jeunes générations, ça l'avenir nous le dira. Ce qui est bien sûr loin d'être le cas, hein, pour les non-résidents qui sont de moins en moins nombreux, effectivement, à cotiser et à souscrire au plan, en tout cas dans l'intégralité, des plans de retraite domestiques. Donc, un besoin effectivement clairement d'accompagnement pour planifier la retraite. Optimisation fiscale, j'insiste bien sur optimisation et rien d'autre, hein. Il ne s'agit effectivement pas de schéma de gray zone ou quoi que ce soit. On reste purement dans la légalité, mais on est là, bien entendu, pour accompagner dans l'intérêt de nos clients la gestion de leur fiscalité. Gestion des investissements, donc là c'est un peu ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est l'allocation d'actifs, et en particulier financiers, dans non seulement les meilleurs véhicules, mais en plus les meilleurs supports, enfin, les meilleures classes d'actifs et les plus appropriées pour chacun de nos clients. Il n'y a pas de gestion type, hein. Chaque gestion est bien entendu faite sur mesure, hein, comme c'est indiqué. Et enfin, dans les préparations, outre la retraite, on peut aider nos clients à préparer leur transmission. C'est quelque chose qui peut se faire très en amont et qui est toujours intéressant de faire le plus en amont possible. Plus on le fait en amont, plus on a de possibilités et moins on est vraiment dans le stress d'un petit peu du dernier moment et surtout de se fermer des portes qu'on pourrait s'ouvrir en démarrant les choses plus tôt. Donc notre approche, hein, c'est très simple, hein, on vise la clarté, on travaille sur le long terme, donc ça j'insiste, hein, nous accompagnons nos clients du moment où ils sont entrés en relation avec nous jusqu'à ce qu'ils nous chassent, parce que nous on les suit jusqu'au bout, et donc c'est une relation basée sur la confiance, hein, et bien entendu la transparence de tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau de la gestion proprement dite et de notre rémunération. Alors, comme je l'ai dit, hein, Richelieu a démarré en Asie, et toujours, comme vous le voyez bien, en Asie, hein, on a démarré à Shanghai, puis on a ouvert à Kuala Lumpur, qui est un peu notre vaisseau amiral, hein. Maintenant, la plupart de nos conseillers se trouvent à Kuala Lumpur. On a ouvert plus récemment à Bangkok. On a notre bureau de Paris qui certes n'est pas énorme, mais qui nous permet d'avoir un ancrage évidemment en France et ce qui nous permet par là même de proposer des solutions purement françaises à nos clients.
Et puis le dernier né de nos bureaux, et il est monté sur les fonds baptismaux très récemment, hein, il est à Valence, hein, qui témoigne de notre volonté un petit peu de partir à la conquête du monde et surtout de suivre encore une fois nos clients. Donc à Valence, évidemment, on aura des nouveaux clients essentiellement basés en péninsule ibérique, en même temps que, et ça c'est le rôle aussi du bureau de Paris, hein, d'accompagner nos clients qui auraient démarré avec nous en Asie et qui, pour des raisons diverses et variées, seraient amenés à rentrer à Paris ou aller ailleurs. Alors, ceci étant, hein, même si nos clients quittent l'Asie pour aller dans d'autres zones géographiques, nous les accompagnerons avec plaisir, hein. Nous avons des clients qui sont partis même en Amérique du Sud et que nous continuons malgré tout à accompagner. Alors là, je vais passer rapidement, puisque Pierre a eu la gentillesse de faire cet exercice pour moi, qui est toujours un petit peu Hatsukashi, comme on dit en japonais. Donc, je passerai à la slide suivante. Voilà, donc cette introduction étant faite, on va rentrer dans le vif du sujet sur les enjeux de la gestion de patrimoine pour les expatriés, hein. Il s'agit encore une fois de présenter tous ces actifs qu'on va voir et tous ces instruments qu'on va voir dans une optique pardon, de gestion de patrimoine, hein. Donc, une gestion de patrimoine, c'est par opposition au trading, hein. On ne fait pas de court terme, on est là dans le long terme. Donc, qu'est-ce qu'un patrimoine? Ça, c'est un vaste sujet. Plutôt que de faire une liste à l'après-vert, on a essayé de faire effectivement une phrase assez compacte, hein, mais qui résume bien ce que c'est qu'une gestion, qu'un patrimoine. Donc, je vais là, vous la lire, hein. C'est une somme de droits et d'obligations liées à la détention d'un ensemble d'actifs et éventuellement de passifs. Et, chose importante, évoluant dans un environnement complexe et perpétuellement en mouvement. Voilà. Donc, on va détailler, hein, les actifs. C'est relativement simple, hein, c'est essentiellement des actifs financiers. C'est par là qu'on commence, hein, tout patrimoine commence par un actif financier. Vous avez 100 euros sur un livret A de la Poste ou de la Caisse d'épargne, c'est déjà un actif financier sur lequel on va continuer à bâtir. Ensuite vient dans l'ordre d'importance et de fréquence l'actif immobilier. Beaucoup de gens en France ont de l'immobilier essentiellement en résidence principale, parfois en résidence d'investissement ou en résidence secondaire. Au Japon, effectivement, la résidence principale est moins souvent détenue, et de façon générale pour les expatriés, mais certains d'entre vous ont peut-être la chance déjà d'avoir de l'immobilier ou familial ou de l'immobilier de rapport. Ça permet de générer des loyers. Ensuite, les actifs peuvent être l'outil de travail. Donc, pour certains d'entre vous qui sont entrepreneurs au Japon, eh bien, ça fait partie de votre patrimoine. Ou d'autres qui peuvent avoir des outils de travail propres ou familiaux à l'extérieur du Japon. Ça rentre bien entendu dans le patrimoine. Et enfin, de façon plus, on va dire plus épisodique et plus rare, hein, vous allez avoir les œuvres d'art ou assimilées, les voitures de collection, des choses comme ça, sur lesquelles on reviendra d'ailleurs un petit peu plus en détail au cours de la présentation. Le passif, bon, c'est relativement clair, hein, c'est en général la plupart des passifs dans la gestion privée sont constitués par des emprunts immobiliers ou éventuellement des crédits divers à la consommation ou autres. Et vous avez ce qu'on appelle le passif fiscal, c'est-à-dire que là, on est en pleine période de déclaration, ça tombe bien, hein, mais donc pour la plupart d'entre nous, on va remplir une déclaration fiscale. Alors celle du Japon, elle est déjà faite. Celle pour la France, elle est donc en cours d'envoi pour vous. Ne tardez pas trop d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas faite. Et donc va générer effectivement un avis d'imposition et pour certains d'entre vous, un avis d'imposition sur la fortune immobilière et pour les mêmes, un peu plus tard, des avis d'imposition sur les taxes foncières. Donc tout ça, c'est des choses qui vont devoir être payées d'ici la fin de l'année et qui représentent bien entendu un passif fiscal. Et enfin, la complexité, eh bien, la complexité, effectivement, elle est de plusieurs ordres. Elle est légale, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte changeant où la législation peut être amenée à changer, donc c'est complexe et continuellement en mouvement. Alors, la complexité légale, elle est surtout pour nous, Français, autour des modifications du Code civil. Alors, heureusement, elles ne sont pas trop fréquentes, hein, mais malgré tout, chaque changement dans le Code civil peut avoir un impact patrimonial. Je vais vous prendre un exemple, hein. Par exemple, le PACS qui a été introduit dans la fin des années 90 ou le mariage du même sexe qui a été introduit au début des années 2010 ont eu bien entendu des impacts patrimoniaux, mais pas que, hein. Par exemple, la création du statut d'auto-entrepreneur est une disposition légale qui a aussi un impact patrimonial. Complexité fiscale, voilà, effectivement, je pense que
Les Français sont relativement champions, enfin en tout cas le législateur français est relativement champion pour euh, son instabilité ou sa propension effectivement à avoir beaucoup d'imagination dans le domaine fiscal. Donc ça introduit un domaine de complexité et surtout de mouvement perpétuel. Familial, eh bien, effectivement, on a tous des familles ou des schémas familiaux qui évoluent, hein. On démarre souvent seul, et puis à deux, et puis après, on assure la descendance. Parfois, on refait une autre vie. Donc, tout ça a des impacts, bien entendu, sur la gestion patrimoniale. Et enfin, bah, l'environnement, on va dire plus global, c'est macroéconomique, géopolitique, et plus là auquel on est tous soumis. Là, effectivement, hein, on voit particulièrement sur les derniers mois, hein, au niveau de la macroéconomie, au niveau de la géopolitique, on est quand même plutôt gâté. Donc la résidence dans un pays étranger, hein, comme le Japon et a fortiori donc en dehors de l'Union européenne, hein, introduit bien sûr un niveau de complexité légale, fiscale et familiale, hein, puisqu'on est, comme on dit en bon français, face à des cross-border issues qui peuvent parfois être assez complexes et qui nécessitent, hein, bien entendu, une expertise ad hoc sur ces trois points. Alors, qu'est-ce que le conseil en gestion de patrimoine? Maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'un patrimoine, eh bien, en fait, le conseil en gestion de patrimoine, simplement, hein, ça a pour but d'aider la personne à essayer de maximiser son utilité. Donc, l'utilité, hein, c'est au sens de la théorie économique, donc on ne va pas faire un grand cours de macroéconomie, hein, mais c'est simplement, on va dire, le confort financier, matériel et même psychologique. Voilà, ce sont trois éléments qui représentent l'utilité. Donc chaque personne a une utilité propre. Après, il y a quand même des schémas classiques, hein, où tout le monde essaye de maximiser son utilité avec l'emphase mise sur certains paramètres plus que sur d'autres. Mais encore une fois, le conseiller en gestion de patrimoine va aider son client à maximiser son utilité. Donc concrètement, comment se passe le conseil en gestion de patrimoine? Eh bien, le conseil en gestion de patrimoine, hein, effectivement, va se passer en trois phases. Une phase d'écoute et de compréhension de la personne, hein. Donc on va analyser, on va ausculter votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale, vos plans de vie, la compréhension de la gestion de patrimoine et, de façon très importante, on va mesurer l'adversité ou pas au risque de chacun de nos clients. Suit une phase où, une fois qu'on a bien compris effectivement quel était le besoin du client, on va arriver à une phase de proposition de solutions patrimoniales qui vont donc maximiser les aspirations de la personne et minimiser ses contraintes. Là, on retrouve notre optimum de l'utilité, puisque c'est exactement ça, hein, c'est maximiser les aspirations tout en minimisant les contraintes. Et puis enfin, va arriver une phase, hein, de mise en œuvre des propositions. Donc ce qui est très important, hein, c'est que cette phase de proposition arrive uniquement à la fin du processus et jamais au début. Donc, pour prendre une image, hein, en fait, le conseiller en gestion de patrimoine n'est rien d'autre que le médecin généraliste de la famille pour vos finances. On a exactement les mêmes contraintes. On a donc le suivi, la confidentialité, comme c'est indiqué à la fin, et la phase d'analyse, hein. Et bien entendu, tout comme un médecin, on va d'abord écouter le patient, on va analyser effectivement sa situation et préconiser les solutions tout à la fin. C'est comme un médecin, hein, on imagine mal un médecin effectivement sortir son ordonnancier au début et commencer à prescrire des anti-inflammatoires sans savoir même de quoi vous souffrez. C'est exactement pareil dans la gestion de patrimoine. Si on commence par vous proposer tel ou tel livret ou telle solution tel ou tel véhicule d'investissement, c'est qu'il y a clairement un défaut de conseil. Alors, le cadre réglementaire dans lequel ça s'inscrit, eh bien, c'est une profession, la gestion de patrimoine, qui est vraiment de plus en plus réglementée. Là, les choses ont considérablement changé. Donc, pour ceux les plus anciens d'entre vous qui ont déjà fait appel à un conseil de gestion de patrimoine, qui sont toujours suivis ou qui n'ont pas été, ou qui ont fait de façon ponctuelle appel à un CGP. Ceux qui ont fait ça il y a quelques années, il y a 20 ou 25 ans, vous avez pu vous rendre compte que les choses étaient quand même particulièrement simples à l'époque et qu'elles se sont particulièrement complexifiées sur les 10 ou 20 et en particulier 10 dernières années. Donc il y a un encadrement déjà par les régulateurs français et étrangers qui a l'avantage de protéger l'épargnant, qu'il soit résident ou non résident, en lui donnant des recours. Donc chaque solution d'investissement sera effectivement régulée par un régulateur, français ou pas français, suivant la solution.
L'intérêt, effectivement, de cet encadrement par le régulateur, c'est que non seulement il préserve l'épargnant face à un défaut de conseil, et en plus, il a pour autre but, c'est de préserver l'intégrité des marchés financiers en luttant contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale internationale. Ça, c'est des choses qui se sont beaucoup développées sur les dernières années et sur lesquelles, effectivement, on n'était pas très, très vigilant il y a encore une vingtaine d'années. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, il y a une grande transparence de l'information fournie à l'investisseur. Donc, ça, c'est bien évident pour le premier point de ce qu'on avait vu, c'est d'accompagner l'investisseur en toute clarté et en lui donnant des recours pour qu'il soit sûr que les conseils donnés soient les plus appropriés à sa situation. Ça implique du coup un KYC, donc Know Your Customer, beaucoup plus strict qu'avant. Là encore, on est plus sur un coin de table à récupérer deux, trois informations. On parcourt effectivement un formulaire qui est très jalonné d'informations qui sont parfois exhaustives, qui peuvent parfois paraître un petit peu surprenantes, mais qui sont, encore une fois, utiles pour le client et pour nous aussi conseillers, pour être sûr qu'effectivement, on conseille bien le client et être sûr qu'il n'y a aucune dérive dans l'utilisation des capitaux qui pourraient nous être proposés de gérer. Donc, ça implique pour nous, compagnie de gestion de patrimoine, société de gestion de patrimoine, des contrôles internes très stricts, où le régulateur peut à tout moment, de façon inopinée, rentrer, sonner à la porte de notre bureau et voir, prendre un dossier au hasard et voir si on suit bien effectivement toutes les guidelines qui nous sont imposées. Donc, encore une fois, ces choses-là sont extrêmement importantes, extrêmement bornées. C'est vrai que ça peut paraître lourd, aussi bien dans les processus d'investissement que de désinvestissement. On en a parfaitement conscience. Encore une fois, il faut bien voir que c'est un mal pour un bien, aussi bien dans la relation one-to-one qu'on peut avoir, nous, avec notre client, que, encore une fois, pour préserver l'intégrité des marchés et de l'environnement économique. Donc à ce sujet, sachez que pour éviter la fraude fiscale, transfrontalière en particulier, la coopération entre services fiscaux donc de différents pays est très nettement renforcée sur les dernières années, et en particulier entre la France et le Japon. Il y a un grand échange de données par-dessus lesquelles se sont greffées les nouvelles technologies, telles que le big data et plus récemment l'intelligence artificielle, pour, entre guillemets, tracer les contribuables de par le monde. Donc, il est très, très fortement déconseillé de croire que parce qu'on est au Japon, le fisc français n'en saura rien et réciproquement. Donc là, je vous invite à la plus grande vigilance là-dessus. De même, les banques communiquent de plus en plus de données aux services fiscaux compétents et elles-mêmes font aussi du due diligence, comme on dit, sur tous les mouvements de fonds qui lui paraissent effectivement faire l'objet d'une attention particulière. Certains d'entre vous ont probablement dû faire face à ce genre d'interrogation de la part de vos banques japonaises quand vous avez fait des transferts de fonds de France vers le Japon. Et réciproquement, on vous demande effectivement d'où viennent les fonds pour être sûr qu'il ne s'agisse pas, un, de blanchiment ou deux, de capitaux sur lesquels, de revenus que vous chercheriez à dissimuler au fisc. Donc, toutes ces opérations sont de plus en plus tracées et non seulement le seront de plus en plus, mais de plus en plus finement. Donc là encore, le rôle du conseiller fiscal, pardon, du conseiller patrimonial, c'est de respecter tous ces points-là et en aucun cas d'inciter nos clients à prendre toutes ces dispositions à la légère. Donc là, je me permets d'insister lourdement là-dessus. Voilà, donc ce préambule sur la gestion de patrimoine et le cas dans lequel elle s'inscrit étant fait, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet et nous allons passer en revue les différents actifs financiers qui peuvent entrer dans la composition d'un patrimoine. Alors, avant ça, avant de rentrer directement là-dedans, on va voir dans quel cadre macroéconomique cela s'inscrit. On l'a vu, c'est toujours dans notre complexité et notre mouvement permanent dans lequel s'inscrit la gestion de patrimoine. Eh bien, nous sommes dans une phase où les choses ont beaucoup changé très récemment, puisqu'on est sorti d'une phase de taux quasi nul, voire négatif sur les trois grandes devises qui nous intéressent, qui sont l'euro, le yen et le dollar. Et face à l'inflation, les banques centrales ont fini par remonter leur taux d'intérêt. Alors, on va voir avec des timings un petit peu différents, puisque si l'euro et le dollar ont réagi relativement rapidement dès que l'inflation a commencé à pointer le bout de son nez, et
de concert. La BOJ, donc la Banque centrale japonaise, a été beaucoup plus timide et tardive. Hein. L'Europe et les États-Unis sont même tellement en avance que, comme ils ont frappé très très fort, hein, au niveau de la hausse des taux dès que l'inflation a ressurgi, eh bien, ils ont maintenant amorcé une phase de baisse de taux directeur, alors que le Japon, lui, est en phase timide de hausse et pourrait encore monter les siens. Donc on voit, hein, la vitesse à laquelle la BCE a monté en un peu plus d'un an. On est passé de 0 à 4,5, donc il y avait vraiment une urgence, hein, sur une inflation. Alors cette inflation, on peut en discuter. Hein. Les deux facteurs d'inflation ont été la sortie du Covid qui a créé des ruptures dans la supply chain, donc effectivement un déséquilibre entre l'offre et la demande, et en même temps les événements géopolitiques qui ont rajouté une deuxième couche d'inflation qui là a été peut-être un petit peu moins réelle. Enfin, il y a eu clairement une inflation sur l'énergie, sur d'autres produits. Je pense qu'effectivement, il y a eu une inflation d'opportunité dans certains business, hein, puisque la hausse des prix n'était pas uniquement le fruit de ces deux événements. Cela, évidemment, a généré un net ralentissement de la consommation et une certaine frilosité de la part des ménages, d'où l'urgence maintenant de revenir à des niveaux de taux un peu plus normaux, hein, sachant que le mandat de la BCE, hein, est clairement de contenir l'inflation. Donc ça, c'était un mandat, on va dire, vraiment qui était dogmatique. Euh, la, la, la BCE avait même tellement le dogme fixé sur l'inflation qu'elle n'en regardait même pas jusqu'à il y a une bonne dizaine d'années les autres paramètres. Il faut savoir que le rôle d'une banque centrale, c'est quand même de fluidifier l'économie et bien entendu de veiller à la stabilisation des prix. Hein, mais jusqu'à la fin des années 2008, jusqu'à la grande crise financière de 2008, hein, la Banque centrale européenne regardait plus la paille de l'inflation que la poutre de l'activité économique, hein, ce qui effectivement qui l'a mis dans une situation où elle n'a quasiment pas vu la crise de 2008 arriver. Alors pourquoi, hein, ça c'est un bon côté historique, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le rôle de la BCE, mais la BCE est à l'origine, hein, une transmission de ce qu'était la Bundesbank, et donc pour les Allemands, hein, la lutte contre l'inflation pour des raisons historiques qu'on connaît tous, est vraiment au centre, si ce n'est l'unique préoccupation, qui a donc été transmise à la BCE dans sa première phase, jusqu'à ce qu'arrive un économiste et donc de renom qui est devenu le directeur de la Banque centrale, qui est M. Mario Draghi, avec son fameux Whatever It Takes, a un petit peu sorti la BCE de son dogme et l'a amené à des positions plus réalistes et plus en phase avec l'économie. Alors, comme je disais, hein, on est un peu à contre-cycle avec le Japon. Donc là, ce n'est pas le taux d'intervention, mais c'est le taux très court, hein, le taux à un mois, le taux de dépôt monétaire. Hein, si vous voulez faire un dépôt à terme, à un mois. Donc jusqu'à il y a un an, eh bien, ça vous coûtait de déposer de l'argent. Et enfin, donc, la Banque du Japon a sorti de sa torpeur et a très légèrement monté les taux d'intérêt au mois de juillet l'an dernier, ce qui a engendré une panique, puisqu'on ne l'avait pas. Enfin, on ne l'a pas vu venir, surtout la communication a été un petit peu maladroite. Bon, on est un petit peu maintenant retombé sur nos pattes, hein, si je puis dire, mais pour ceux qui avaient suivi ça courant juillet, ça a été effectivement particulièrement volatile. Donc maintenant, hein, de façon encore timide, mais la Banque du Japon est sortie de son dogme des taux zéro et a fini par admettre qu'il y avait une inflation, puisque l'inflation est par contre véritablement réelle pour les ménages japonais à travers les prix. Le grand problème, c'est qu'effectivement, elle ne s'est pas encore transmise au salaire, d'où la frilosité de la Banque du Japon. Donc les conséquences de ce nouveau paradigme de taux, eh bien, c'est que des placements qui avaient été longuement délaissés pendant quasiment toute une décennie, hein, comme les livrets d'épargne type livret A, les comptes à terme ou les fonds communs de placement monétaire, ont de nouveau suscité l'intérêt des épargnants, qui ont un vif intérêt de 2022-2023, un petit peu moins maintenant, mais malgré tout, cet intérêt ne s'est pas démenti. Donc, une conséquence, c'est que le rendement des fonds en euros, qui était quasiment nul, enfin, qui était en général en dessous de 1%, eh bien, on reprenne un peu de couleur. On reviendra sur ce que c'est que le fonds en euros, hein, des assurances vie, mais c'est un petit peu l'alpha et l'oméga pour pas mal d'investisseurs.
Troisième conséquence, eh bien, les investissements en obligations en euros ou en dollars présentent de nouveau des rendements attractifs. Ça, c'est une classe d'actifs qui avait été complètement délaissée et pour une raison simple, hein, c'est que les taux des obligations, on reverra ce que c'est en détail hein, dans quelques minutes, mais étaient descendus à zéro, si ce n'est parfois négatif. Donc, vous n'allez certainement pas effectivement prêter de l'argent à un État si en plus vous devez lui payer chaque année pour avoir investi. Donc, cette classe d'actifs qui était complètement délaissée. Pourquoi? Puisque là, c'était le fruit d'une la plus grande manipulation de marché de l'histoire hein, que s'appelle le quantitative easing, qui consiste pour les banques centrales à acheter massivement auprès des banques hein, leur portefeuille d'obligations d'État pour libérer des capitaux pour les banques, pour qu'elles puissent prêter et réinjecter dans l'activité économique. Ça n'a pas véritablement fonctionné avec, pour seule conséquence, effectivement, une distorsion complète sur le marché des obligations. Donc, c'est la fin des taux très très faibles. On le voit bien en particulier sur l'OAT, hein, qui est la benchmark des emprunts d'État français, où on voit qu'on est sorti de ce range entre 0 et 1% qui était en vigueur depuis la fin de la crise grecque, hein, donc enfin, un peu avant 2015. Et puis là, bah, quand les taux courts ont monté, bien entendu, les taux longs ont suivi. Et là, on se retrouve sur des taux qui sont, bah, on va dire, entre guillemets, normaux si on regarde la très très longue période. Hein. Les gens se sont beaucoup affolés en disant que les taux passent à 3, voire même 4%. Quand on regarde sur une longue période de temps, ça n'a rien d'étonnant. Hein. Si vous allez dans les années 80-90, les taux des emprunts d'État étaient même à 10%. Donc ça n'a absolument rien de catastrophique. On est simplement revenu à un paradigme de taux normaux et ce qui a un peu désarçonné évidemment pas mal de gens dans la profession et même certains investisseurs qui, pour les plus jeunes d'entre eux, n'avaient connu que des taux quasi nuls. Alors, la conséquence de ça, eh bien, effectivement, ça, c'est assez douloureux pour pas mal d'entre nous, hein, c'est la parité euro-yen. Pourquoi la parité euro-yen, effectivement, a divergé? Eh bien, ça, c'est une conséquence directe de cette divergence de politique de taux d'intérêt entre l'euro, on a le même type de schéma hein, sur le dollar yen, où les taux sont montés beaucoup plus rapidement, sont même montés tout court hein, sur l'euro et sur le dollar, alors qu'ils sont restés à zéro sur le yen. Et donc ça, c'est le fruit de ce qu'on appelle le carry trade. Hein. Alors, très rapidement, qu'est-ce que le carry trade? C'est ce qui impacte le plus hein, le marché d'échange, alors qu'il y a, dans les années 50, 60, 70, c'était vraiment les flux commerciaux qui influaient sur donc l'économie réelle qui influençait sur les taux de change. Maintenant, c'est essentiellement des flux financiers qui sont à la base des mouvements des taux de change. Donc le carry trade consiste à emprunter dans une devise où les taux sont faibles, donc le yen, vendre ce yen contre une autre devise, le dollar ou l'euro, et replacer ces dollars ou ces euros obtenus sur des dépôts à terme qui rapportent quelque chose. Et donc plus ce mouvement se fait, plus on vend des yens et plus effectivement la devise étrangère, donc l'euro ou le dollar, augmente. Ce qui explique hein, cette grande divergence qui, vous le voyez sur le graphe, hein, c'est après être monté à un plus haut de 175 juste avant cette montée des taux par surprise de la BOG, c'est depuis stabilisé. Là, on est clairement dans une phase un peu de wait and see de ce que va devenir la politique monétaire aussi bien des États-Unis et de l'Europe que du Japon. Donc, les conséquences hein, de cette hausse des taux, alors en France en particulier, ben, c'est une stagnation, voire une légère baisse des prix de l'immobilier. Pourquoi? Parce que les taux d'emprunt sont montés, donc ça a clairement grippé évidemment le marché de l'immobilier. Donc, comme je l'ai dit, hein, le différentiel de taux entre l'euro et le yen continue d'affaiblir ce dernier, mais le resserrement de l'écart des taux qu'on pourrait attendre, hein, c'est-à-dire si la BCE et la Fed, donc la Banque centrale américaine, continuent à baisser leurs taux et que le yen euh, continue à les monter, ce qui serait logique, et on pourrait s'attendre effectivement à une baisse donc de l'écart qui induirait un moindre intérêt du carry trade et donc probablement un renforcement de la devise. On n'en est pas là, mais on est quand même clairement maintenant dans une phase de stabilisation. Il peut bien sûr de nouveau diverger, on est toujours à la merci d'événements macroéconomiques ou géopolitiques qui pourraient effectivement complètement changer la donne. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est le scénario qu'on aura tendance à privilégier. Donc, conséquence d'une possible, probable, mais en tout cas possible nouvelle hausse des taux japonais, ça marquerait la fin ou une pause dans la hausse des actions japonaises et de l'immobilier, en particulier à Tokyo. Hein. Pour ceux qui suivent le marché immobilier ou qui ont eu la chance d'investir il y a quelques années dans le marché immobilier, vous avez vu que celui-ci a connu une progression assez phénoménale. Ça tient à
essentiellement au fait, deux choses, hein, mais le fait que les taux d'intérêt soient extrêmement faibles sur le yen, ben, ça veut dire que si vous avez des yens à placer, eh bien, si vous les mettez en obligation ou en dépôt monétaire, non seulement ça ne vous coûte rien, vous pouvez même parfois être amené à payer si les taux sont négatifs. Donc, on va essayer de se reporter sur des actifs qui rapportent quelque chose. Donc, c'est un, l'immobilier, et deux, les actions. Donc la hausse spectaculaire, hein, du Nikkei qu'on a vu sur ces dernières années, elle est en partie évidemment alimentée par le recours à l'emprunt, hein, de yens à des taux effectivement très attractifs, voire quasi nuls. Et ce qui a aussi, hein, gonflé le marché immobilier au Japon et en particulier à Tokyo. Donc là, on n'est peut-être pas dans une bulle type des années 80, mais il y a quand même une possibilité de surchauffe, hein. Cette politique de taux à zéro, comme on l'a vu aux États-Unis, comme on l'a vu en Europe, a surtout profité à une inflation des actifs plus qu'à restimuler l'économie. Donc il serait possible, hein, et là aussi on le voit bien, si vous regardez un graphe de l'indice Nikkei depuis ce fameux épisode de hausse des taux de juillet dernier, eh bien les actions japonaises stagnent avec un peu de volatilité au gré des aléas géopolitiques, mais on est à peu près bloqué entre 33 000 et 38 000, hein, sur l'indice Nikkei. On a clairement fini la phase d'ascension quasi exponentielle dans laquelle on était sur les 4-5 années précédentes, qui avait été démarré, hein, par les Amédomix, mais qui après s'était une fois autour entretenu par le recours à des taux d'intérêt extrêmement faibles. Voilà, de même pour l'immobilier, hein, alors l'immobilier a en plus bénéficié d'un autre facteur, évidemment le fait que le yen soit faible. Beaucoup d'investisseurs non résidents ou étrangers en ont profité pour acheter de l'immobilier, en particulier à Tokyo ou dans d'autres marchés très spécifiques, hein. Je pense que certains d'entre vous connaissent Niseko, ou même un petit peu ça maintenant aussi autour de Nagano, vers Akuba. Là, ce sont vraiment des microbules un petit peu spéculatives, hein, mais alimentées évidemment par de l'argent qui vient de l'étranger et qui est changé en yens, puisque ce dernier est très faible. Voilà, maintenant que le contexte macroéconomique étant posé, on va regarder, donc voilà, comme ce qui est l'objet de notre présentation, les différents actifs financiers. Alors, j'appelle ça de façon un petit peu provocatrice immobilier versus financier. Il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit de les mettre en balance. Alors, l'immobilier est un actif très singulier, hein, puisque c'est un actif tangible, alors comme peuvent l'être certaines commodities en matière première que les ménages peuvent détenir, hein, en particulier l'or et l'argent, et rarement autre chose. Mais contrairement à l'or et l'argent qui, eux, stagnent et ne génèrent rien, les actifs immobiliers peuvent générer des flux de revenus. Alors, ils peuvent, en général, en phase courante, vous percevez des loyers quand votre bien est loué. S'il n'est pas loué, évidemment, vous ne percevez rien. Ou si vos remboursements d'emprunt sont supérieurs à vos loyers, ça veut dire que net, vous ne touchez pas de revenus, mais ou vous les annulez, ou parfois vous êtes même redevable. Alors c'est singulier puisque contrairement aux actifs financiers en France, en tout cas, ce n'est pas finançable par l'emprunt. On verra qu'il y a des possibilités de financer par l'emprunt, mais pas à travers des schémas français, hein. Donc d'où le fameux effet de levier. Donc ça, c'est un effet effectivement très intéressant. Et puis c'est un investissement long terme, hein, préféré des Français. Il y a un sentiment de sécurité. Euh, bon, c'est une tradition relativement bien ancrée et assez culturelle, hein, qui marque un attachement au territoire, puisque l'immobilier, par définition, étant immobile, quand vous achetez un bien immobilier, ben, vous achetez un bout du territoire sur lequel il est fixé. Donc cet attachement à la terre a un côté effectivement culturel qu'ont beaucoup moins les Américains, qui sont des gens beaucoup plus mobiles de façon historique et culturelle, hein. Un Américain déménage plus facilement, et donc les Américains sont peut-être moins facilement, enfin, moins investis en immobilier pour leur résidence principale que peuvent l'être les Français. Alors, on va regarder les pour et les contre. Alors, pour équilibrer, il ne s'agit pas de prendre position. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer l'un contre l'autre, mais il s'agit de voir, d'équilibrer l'un et l'autre. Alors, les points positifs, hein, de l'investissement immobilier, comme on l'a vu, c'est tangible, et donc ça rassure. Du coup, on peut même en disposer, hein, c'est ce qu'on appelle l'immobilier de jouissance. Donc, ça, essentiellement, la résidence principale, parfois la résidence secondaire. C'est finançable, donc ça on l'a vu, donc ça c'est l'effet de levier.
Et puis, il y a la fiscalité. Alors, la fiscalité est un point positif et vous allez retrouver dans le carré rouge aussi, c'est un point négatif. J'ai mis une petite flèche descendante puisque les points positifs, et ça n'étonnera personne, en France, ont tendance à diminuer, alors que dans le carré rouge, la fiscalité qui est un point négatif, elle, a tendance à s'alourdir. Hein. Alors, comme fiscalité positive, hein, on va prendre une disposition que pas mal de gens connaissent, qui est la location meublée non professionnelle, qui vous permet d'amortir le bien et donc de passer les amortissements en flux négatif dans vos revenus, donc à compenser vos loyers avec des amortissements, donc à diminuer d'autant, bien entendu, votre montant à déclarer. Fiscalité négative, pourquoi? Parce qu'en particulier pour les non-résidents, elle est particulièrement punitive, hein, puisque dès le premier on va dire, hors dispositif fiscal qui vous permettrait d'effacer ou de diminuer votre charge fiscale, si vous n'avez aucun emprunt ou aucune disposition fiscale particulière, bien dès le premier euro de loyer, vous vous laissez 37,2 centimes au fisc. Et ça monte assez rapidement, hein, puisque donc ça se décompose en 20% d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux, qui passent au-delà de 26 000 et quelques euros hein, de montant déclaré à 30 plus 17, donc à 47. Donc assez rapidement, hein, vous arrivez à des taux moyens d'imposition sur l'immobilier en étant non-résident qui peuvent flirter facilement avec les 40, voire 45%. Ça, c'est assez pénalisant. En plus d'être la petite flèche, hein, vous avez dû voir que pour revenir à la location meublée non professionnelle, eh bien une disposition qui était extrêmement favorable, donc l'amortissement, a été en partie gommée, alors non pas au niveau des flux rentrants, mais au niveau de la revente. C'est-à-dire quand vous revendez un bien qui a été loué en meublé non professionnel, eh bien avant on n'était même pas obligé de diminuer le prix de vente, pardon, le prix d'achat des amortissements passés. Et donc, évidemment, ça a généré une plus-value plutôt sympathique. Évidemment, maintenant, il faut les réintégrer dans la plus-value. Donc, tout ce que vous avez passé en amortissement est réintégré dans la plus-value. D'où, effectivement, si vous avez une détention relativement courte, hein, une pénalisation largement supérieure. Donc, en conclusion, l'objet de cette slide, c'était de bien vouloir insister sur la répartition entre les deux classes d'actifs que sont l'immobilier et le financier, et qu'un patrimoine surpondéré en immobilier, ce qu'on voit parfois et même assez fréquemment hein, chez nos clients, chez les Français en général, et donc c'est un patrimoine surpondéré est clairement déséquilibré et présente des risques purement financiers, enfin liés au risque au marché immobilier lui-même, mais en particulier de liquidité. Hein. Il est assez compliqué de liquider dans l'urgence si vous avez un besoin de trésorerie. Et si vous êtes surinvesti en immobilier, ça peut clairement créer un problème. D'où la grande nécessité d'avoir une poche financière afin d'avoir une allocation d'actifs diversifiés. Je me suis aperçu juste dans les points négatifs, j'avais pas terminé, je me suis bien entendu focusé sur la fiscalité. Point négatif, vous avez comme une gestion active qui peut être particulièrement pénible, surtout quand on est à 10 000 km. Hein. Si vous avez un locataire qui met le bazar ou qui ne paye plus ses loyers, ça peut devenir un sujet de stress. Si vous avez des travaux à faire, ça peut être un sujet de stress. Une assemblée générale de copropriétaires rouleuse à laquelle vous ne pouvez pas assister et à qui vous n'avez personne pour vous représenter, peut être un sujet aussi de stress. Et puis, un point sur lequel effectivement je voulais revenir, c'est que ce sont des actifs non ou peu sécables. Qu'est-ce que j'entends par sécable? Eh bien, quand vous avez un immeuble et que dans le cadre d'une succession ou d'un divorce, vous voulez le séparer en deux, eh bien c'est quasiment impossible. Alors il y a des dispositions si vous le logez au sein d'une société qui soit SCI ou autre, hein, ou SARL familiale, ça le rend un peu plus sécable, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que si vous détenez un portefeuille financier, alors cash, a fortiori cash, mais même si vous détenez un portefeuille de titres, il est beaucoup plus facile de le répartir entre plusieurs bénéficiaires. Donc ça c'est un point négatif. Hein qu'on voit fréquemment sur le marché immobilier. Hein. Pourquoi? Puisque une partie non négligeable des ventes immobilières sont le fruit ou de divorce ou de succession, puisque effectivement les biens ne peuvent pas être gardés en raison de leur non-séparabilité. Donc ça y est, maintenant on est enfin dans le centre de notre présentation, les actions et donc les actifs financiers. On va commencer par les actions et les fonds investis en actions. Alors, l'investissement en actions, c'est un investissement de très long terme. J'insiste bien,
là, il s'agit clairement d'opposer le trading, qui est les achats et ventes très réguliers sur petit intervalle, voire même à l'intérieur d'une même journée. C'est très intéressant, c'est une activité complémentaire, mais ce n'est pas un instrument de gestion patrimoniale. Un conseiller en gestion patrimoniale ne vous dira jamais il y a un bon coup à faire sur, je sais pas, sur Tesla, sur Siemens ou sur Toyota. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais ça ne rentre pas dans le cadre de la gestion patrimoniale. Donc, outre la détention à long terme, ça nécessite d'être diversifié sur un très grand nombre de titres, afin de réduire l'aléa sur un titre particulier. Donc, quand on dit diversification, c'est même si vous suivez un marché particulier, ou si vous suivez le marché japonais, eh bien, on ne peut pas vraiment suivre le marché japonais en suivant le marché japonais, c'est-à-dire sans prendre de risques supplémentaires, si on n'investit pas dans un grand nombre d'actions. Même si vous avez un portefeuille qui se constitue, je ne sais pas, de Toyota, de Sony, de SMBC, vous allez jouer le marché japonais, mais vous allez introduire des aléas de risque supérieurs à ce qu'est un investissement sur le marché global. Pareil, si vous êtes investi sur le secteur auto, sur le secteur de la tech, vous n'allez pas investir sur deux noms. Vous n'allez pas acheter du Renault et du Honda si vous voulez acheter le secteur automobile global. Alors, pourquoi ça? C'est qu'en fait, chaque titre, chaque action et se modélise à travers deux composantes de risque. Une qui est son exposition au marché, c'est-à-dire comment est-ce qu'il suit le marché, ce qu'on appelle le bêta dans le jargon spécialisé. Et donc, une action qui a un bêta de 1, ça veut dire qu'elle bouge en phase avec le marché auquel elle appartient. C'est-à-dire que si une action a un bêta de 1, une action française a un bêta de 1, ça veut dire que quand le CAC monte de 1%, eh bien, cette action monte de 1%. Mais en plus, vous avez un risque spécifique qui est complètement, on va dire, perpendiculaire, décorrélé des mouvements du marché. Donc là, un exemple, c'est que chaque société est évidemment subit les aléas du marché, donc de la macroéconomie dans laquelle elle est investie, mais elle est aussi soumise à des risques propres. Pour bien comprendre, un risque d'alpha négatif, donc de sous-performance, peut être une catastrophe industrielle. Si vous avez une société industrielle dont les usines prennent feu ou qui est victime d'une cyberattaque, évidemment, ça va générer une sous-performance relative de ce titre par rapport au reste du marché, si elle est victime d'une escroquerie, tout un tas d'événements très particuliers qui font que, effectivement, sur ce point de vue-là, elle va se décorréler du reste du marché. Donc ça, c'est ce qu'on appellera l'alpha. Alors, je vous rassure, l'alpha peut également être positif. Si une société, par exemple, pour faire simple, dans le secteur pharmaceutique, vous avez tout un tas de sociétés qui, évidemment, recherchent tout un tas de nouveaux vaccins ou de nouveaux traitements. Si vous en avez une qui est la première à sortir un traitement révolutionnaire sur, par exemple, le cancer du poumon, eh bien, elle va largement surperformer les autres, et donc là, elle aura un alpha positif. Alors, la diversification permet effectivement, si vous sommez tous les alphas de votre portefeuille, en général, il est proche de zéro. C'est ce qui permet d'avoir un portefeuille équilibré. Ce qui est intéressant, c'est malgré tout d'avoir un alpha résiduel qui soit positif. Et donc ça, c'est un portefeuille performant. Et donc ça, c'est clairement la valeur ajoutée du professionnel, c'est de créer effectivement un portefeuille qui va surperformer le marché avec un alpha positif. C'est un petit peu la quête du Graal du gérant action. Donc cette diversification adéquate doit se faire donc, entre secteurs et entre zones géographiques. Et donc ça peut être risqué si, encore une fois, si on fait ça à travers ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire stock picking, c'est prendre une action par-ci par-là dans chaque marché et dans chaque compartiment industriel. D'où la nécessité d'investir à travers des fonds communs de placement et même à travers plusieurs fonds communs. Pourquoi? Puisqu'un fonds commun investi sur un secteur va déjà pallier à la non-diversification au sein de ce secteur. Un fonds tech va être investi dans une dizaine, une vingtaine ou une trentaine d'actions de la technologie, donc réduisant encore l'alpha spécifique qu'on pourra avoir sur un titre. Et puis après, il est important de diversifier géographique pour éviter les aléas effectivement sur un marché qui pourrait avoir un événement propre qui le décorrélerait du reste du monde. Et donc là encore, vous allez effectivement favoriser l'investissement en diversifiant géographiquement et
à travers plusieurs secteurs. D'où l'intérêt d'avoir en général, on va dire entre 5 et 15 fonds, plutôt autour de 10 en moyenne, hein, pour vraiment être bien répartis sur le long terme et pour absorber tous les aléas qu'on pourra avoir sur un compartiment d'investissement particulier. Donc là, encore une fois, hein, c'est le rôle vraiment du professionnel et du conseiller en gestion de patrimoine, hein, de proposer la meilleure allocation, tant par le choix des fonds que la répartition dans chacun des fonds. Donc cette répartition, hein, encore une fois, elle n'est pas standard, hein, c'est pas on vous conseille deux, c'est effectivement chaque cas, chaque personne aura une allocation propre, puisque ça répondra effectivement à un desiderata et à une maximisation d'utilité qui est propre à chacun. Alors, l'investissement en actions se fait par une approche dynamique, mais pas trop. Effectivement, ne pas rebalancer son portefeuille à chaque période de volatilité. Donc là, on l'a vu en particulier dans le fameux épisode des Trumpitudes du mois d'avril, hein, si on suivait, si on paniquait, on passait à côté effectivement de pas mal d'opportunités. Non seulement on prenait de la perte, et puis on passait à côté du grand rebond qu'il y a eu à côté. Donc sachez qu'une période de baisse, en général, il faut vraiment regarder ça avec zénitude, si je puis dire, et c'est souvent une opportunité d'achat. Historiquement, ça a toujours été des opportunités d'achat. Donc surtout ne pas paniquer. Là encore, c'est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, hein, d'aider ses clients à garder la tête froide, puisqu'encore une fois, je vous rappelle qu'on est là sur la durée, sur une longue durée. Effectivement, hein, sur une période de détention de 15 ans ou plus, l'investissement diversifié en actions est quasiment toujours gagnant. Alors, il y a effectivement un petit contre-exemple qu'on connaît bien au Japon, qui est si les actions qui auraient été achetées pendant la bulle, la fin des années 80, et uniquement pendant la bulle. Hein. Donc, on va voir qu'effectivement, comment pallier à ce desiderata, enfin, pardon, à cet inconvénient. Alors, simplement, pour revenir sur les actions, puisqu'effectivement, il y a une aversion historique, hein, en France qui est culturelle, hein, des Français pour les actions. Il faut savoir quand même que les actions, donc les entreprises privées, sont le fondement de l'économie de marché. Alors, sauf à remettre l'économie de marché en cause, on peut le faire de façon intellectuelle, mais ce qui est de façon pratique, très peu de gens finalement font, puisqu'on se rend bien compte que là, encore une fois, pour maximiser l'utilité de chacun, l'économie de marché, c'est pas si mal. Donc, on est obligé de passer par des sociétés privées et donc qui sont financées par des fonds propres et donc par des actions. Il faut savoir que même ça, c'est une aversion, encore une fois, hein, je pense, qui est assez culturelle des Français, qui a le côté un petit peu sulfureux des actions. Il faut savoir qu'encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une source de financement indispensable dans l'économie de marché. Il faut savoir que si ce n'est pas un Français qui détient une action d'une entreprise, en particulier française, ça sera un étranger. Donc détenir des actions, c'est même une forme de civisme et qui permet d'accompagner l'économie du pays auquel on est attaché de par sa nationalité ou de par là où on réside. Hein. Donc ça c'est vraiment un frein qu'il faut effectivement essayer d'ôter, puisque c'est quelque part une action non seulement utile pour son patrimoine et en plus civique pour la macroéconomie dans laquelle on est imprégné. Alors, je vais vous montrer, pour vous illustrer, sur un indice que tout le monde connaît, le fameux indice CAC 40. On l'a pris sur... Alors, le schéma n'est illustré qu'à partir de 2003, mais il fait appel à des données qui démarrent à la création de l'indice CAC 40, donc le 1er janvier 88. Le schéma du haut, c'est simplement l'évolution, c'est-à-dire que vous avez investi... donc le CAC 40 valait 1000 à sa création en janvier 88, hein. Donc, si vous aviez investi 1000 en janvier 88, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, on vaudrait à peu près 25 000. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard, mais ça veut dire que c'est la performance du CAC avec les dividendes réinvestis dans le CAC à chaque fois. Le graphe du bas mesure quoi? Mesure pour chaque période, pour chaque point du graphe rouge, la différence entre ce point du graphe rouge et le même point du graphe rouge pris 15 ans avant. Donc, si cette différence est positive, ça veut dire qu'à chaque date que vous voyez sur le graphe rouge, eh bien, le CAC est en progression. Hein. Prenez par exemple, même dans les périodes assez basses que sont 2017, par exemple, eh bien, ça veut dire que la différence entre le CAC en 2017 et le CAC en 2002, donc 15 ans avant, est malgré tout positive. Et donc, on voit que c'est même assez fortement positif et que ça s'est même particulièrement accéléré.
Donc, encore une fois, hein, l'investissement en actions sur longue période est quasi systématiquement gagnant. Et on va voir que le cas particulier du Nikkei, en fait, il y a moyen de le gommer. Hein. Parce que là, c'est si Madame Tanaka avait mis tout son patrimoine one shot en décembre 89 sur le Nikkei, il aurait fallu qu'elle attende à peu près 25 ans. Elle serait retombée sur ses pattes, hein, puisque vous avez pu voir que l'indice Nikkei est revenu non seulement à son niveau de départ, donc ce qui veut dire enfin son niveau de départ, son niveau lors de la bulle, mais avec les dividendes réinvestis largement au-dessus. Donc il aura fallu à peu près 20 à 25 ans à Madame Tanaka pour retrouver ses petits. Ceci étant, Madame Tanaka n'a pas été très très maligne d'investir tout au plus haut et il existe pour ça une arme très efficace pour justement lisser ces effets pervers qu'on pourrait avoir en investissant tout au plus haut. Et cette fameuse arme s'appelle la DCA. Donc là, il ne s'agit pas de sortir des canons et d'abattre des avions, mais malgré tout, hein, la DCA, donc le dollar cost average, a une similarité avec la DCA militaire, c'est qu'elle permet d'amoindrir effectivement l'effet des actions qui voleraient un petit peu trop haut dans le ciel. Alors, comment se marche la DCA, qui est on va dire, un mécanisme vraiment de base et très important dans le cadre de la constitution d'un patrimoine à long terme? Eh bien, la DCA, vous investissez en fait chaque intervalle de temps, tous les mois, tous les 3 mois ou tous les ans maximum, hein, vous allez allouer la même somme à vos investissements, en particulier en actions. Le mécanisme veut que, comme c'est la même somme, eh bien, quand les prix sont élevés, vous allez acheter un plus petit nombre d'actions. Ce qui est logique, hein, puisque vous investissez le même montant sur une action qui vaut beaucoup plus cher, ben, vous pouvez en acheter qu'un plus petit nombre. Inversement, quand les prix baissent, eh bien, vous pouvez en acheter davantage. Avec le même, hein, vous avez toujours 100 euros d'alloué. Si votre action vaut 10 euros, vous pouvez en acheter 10. Si elle baisse à 5, vous pouvez en acheter 20. Ce qui veut dire que quand les cours repartent à la hausse, et on a vu que sur longue période, les cours ont toujours tendance à repartir à la hausse, eh bien, on aura un effet de levier puisque ces actions achetées à bas prix seront en plus grand nombre que les actions achetées pardon, excusez-moi, à un prix plus élevé. Hein. D'où, effectivement, c'est une technique vraiment extrêmement importante hein, lors de la constitution sur le long terme d'un patrimoine bien pensé à la DCA. Et donc là, pour en revenir à Mme Tanaka, si Mme Tanaka avait investi, non seulement avait commencé à investir en décembre 89, mais avait continué à investir tout au long des années 90, elle serait retombée sur ses pattes très rapidement et largement avant 15 ans. Alors, petit détail dont on parle, mais qu'on oublie souvent de prendre en compte, hein, et d'où le graphe qu'on a vu précédemment, hein, c'est de bien prendre en compte la performance du cours d'une action ou d'un indice, plus les dividendes. Ça va sans le dire, mais parfois on a tendance à l'oublier. Et parfois même certains professionnels pas toujours scrupuleux ont tendance à un petit peu surfer là-dessus en vous présentant la performance d'un portefeuille en la comparant à un indice où les dividendes ne sont pas réinvestis. Ce qui est quelque chose d'un petit peu fallacieux. Évidemment, pourquoi c'est facile à faire? Puisque ce qu'on publie dans les médias, c'est le CAC 40 hors dividende. Donc, on dit aujourd'hui le CAC 40 vaut 7800, évidemment. Si vous êtes rentré encore une fois à la création du CAC 40, vous avez 1000 euros, eh bien, qu'est-ce que vous récoltez? Vous récoltez 7800 euros, ça c'est uniquement la performance du prix, mais, et ça c'est pas publié, vous récoltez bien entendu tous les dividendes qui sont tombés sur la période et que vous auriez réinvesti dans le CAC. Donc, ce qui veut dire que ces 1000 euros investis dans le CAC en 88, ils n'auraient pas fait quasiment x8, mais x25, hein, puisque le CAC, avec dividendes réinvestis, ne vaut pas 7800 comme le CAC, encore une fois publié dans les médias, mais il vaut 25 000. Donc, faites très attention hein, quand on vous présente, ça je vous parle, c'est du vécu, hein, mais il y a des intermédiaires qui vous disent que leurs gérants sont super forts parce qu'ils arrivent à battre le CAC. Un singe peut battre le CAC, hein, puisque pour battre le CAC, si je puis dire, il suffit d'acheter le CAC. Je m'explique, hein, si vous achetez le CAC, vous touchez les dividendes, et si vous le comparez au CAC hors dividende, ben, par essence même, vous allez le battre. Voilà, donc on a vu sur les actions, on a été un petit peu long, puisqu'encore une fois, c'est la classe d'actifs la plus mal aimée, mais qui en même temps est la plus rentable sur le long terme. Donc je ne peux que, effectivement, encourager hein, nos clients à investir, surtout quand plus ils ont de temps devant eux, plus l'investissement en actions doit être prépondérant, ou en tout cas important dans une allocation financière.
Alors, les obligations et les fonds investis en obligations. Alors, pour rappel, un titre obligataire se caractérise par déjà un émetteur. Donc, les émetteurs les plus courants sont les États souverains ou des entreprises qui peuvent être financières ou industrielles. Dans ce cas-là, on parle dans le jargon de corporate bond, un corporate étant une entreprise. Plus rarement, vous avez des collectivités locales qui émettent des obligations ou des émetteurs supranationaux type World Bank ou des choses comme ça, ou même l'Union européenne. C'est des émissions plus rares et en général vraiment destinées à des professionnels. Maturité, alors généralement 4 à 20 ans. Vous avez parfois des obligations un petit peu plus courtes, mais c'est rare. Pardon. Et parfois, vous avez des États, en particulier, qui émettent à plus de 20 ans. Ce n'est pas le cas de tous les États, puisque certains n'inspirent pas la confiance pour qu'ils puissent émettre à plus de 20 ans, ou parfois, c'est des émissions qui ne sont pas très liquides. Même l'État japonais n'émet rarement au-delà de 20 ans, puisqu'il y a un défaut de liquidité. La France émet parfois des tranches à 20 ans, mais ce n'est pas les plus liquides. Il y a vraiment guère que les États-Unis qui émettent régulièrement sur des obligations à très très long terme. Certaines entreprises qui sont vraiment très emblématiques peuvent se permettre d'émettre à très très long terme, mais ça reste encore relativement rare. Donc on va dire que le gros du gisement des obligations est entre 4 et 20 ans. Donc, un émetteur, une maturité et un taux de coupon pour les obligations en taux fixe. Je ne parlerai pas des obligations en taux variable, là encore, ce sont des obligations assez particulières. À distinguer du rendement. Hein. Le rendement, c'est ce que vous rapporte une obligation en cours de route, sachant que les taux vont évoluer. Mais à l'instant T0, effectivement, l'obligation est fixée par un taux de coupon qui est normalement égal au rendement à l'instant T0. Encore une fois, hein, quand les taux évoluent en fonction du marché, le taux de coupon, lui, sera fixé. Et donc, quand vous allez donner le prix de votre obligation qui verse un coupon fixe, mais que vous allez en estimer le prix basé sur un taux qui n'est pas le même, effectivement, le taux de rendement sera différent du taux de coupon. Et puis, bien entendu, un montant nominal, qui est en général un montant, un multiple de 1 euro. Donc, ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être 1000, parfois au-delà. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre les risques liés à une obligation. Ils sont un petit peu comme pour les actions sur deux composantes. Vous avez un risque global qui est un risque de taux, c'est-à-dire que si le taux 10 ans passe de 4 à 5%, bien une obligation 10 ans que vous auriez acheté avec un coupon de 4% sera moins intéressante qu'un titre du même émetteur à 10 ans émis avec un coupon de 5%. Donc évidemment, votre obligation à 4%, elle aura toujours un prix, mais comme elle intéresse moins de gens, pour que des gens y trouvent une équivalence par rapport à une obligation à 5%, ils vont demander une décote. Ça se calcule assez simplement sur un tableur Excel ou par un programme Python très simple. Hein. Vous pouvez calculer le cours d'une obligation en fonction des taux d'intérêt. Donc, à titre d'illustration, dans notre exemple, hein, si une obligation à 4%, une obligation avec un coupon à 4% se retrouve dans un marché où les taux passent à 5%, eh bien, si son montant nominal est de 100 euros, son cours baissera de à peu près 8 euros à 92 et quelques euros. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un risque de marché purement macroéconomique. Ensuite, vous avez un deuxième risque, donc là, ce sera un petit peu à rapprocher du bêta de l'action. Ce qui se rapprocherait de l'alpha de l'action, c'est le risque spécifique de l'émetteur, et son risque spécifique, c'est son risque de défaut. Alors, ce risque de défaut, on peut le considérer comme nul hein, dans le cas où c'est l'État qui émet, ça c'est une condition nécessaire, mais l'État qui émet dans sa propre monnaie. Donc attention, l'OAT, par exemple, hein, qui est émis par la France en euros, et ce n'est pas la France qui bat sa propre monnaie, donc présente un risque de défaut. On a longtemps cru que l'euro était effectivement un parapluie contre le risque de défaut des pays de la zone euro. La crise grecque, il y a une petite quinzaine d'années, nous a rappelé que ce n'était pas du tout le cas. Donc là, il faut faire effectivement attention. Le marché a tendance à considérer que l'obligation de la zone euro, qui est considérée comme sans défaut, même si ce n'est pas l'État qui émet lui-même sa propre monnaie, c'est bien entendu l'Allemagne. Hein. Pourquoi? Parce que la BCE est quand même très calquée sur ce qu'était la Bundesbank et que son siège d'ailleurs est à Francfort et que les guidelines, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, sont très inspirés de celles de la Bundesbank. Donc on estime hein, que le taux sans risque sur les obligations en euros, c'est le taux des obligations allemandes.
Et puis, vous pouvez avoir un risque de liquidité. Donc ça, c'est en général lié à le montant émis. C'est-à-dire, plus une obligation a un montant émis qui est faible, plus, évidemment, vous aurez un risque de liquidité sur un marché secondaire, au cas où vous auriez besoin de la revendre. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de la revendre. On notera que si on choisit de détenir une obligation jusqu'à sa maturité, on est simplement exposé au risque de défaut. C'est-à-dire que si vous achetez un JGB japonais ou un Bund allemand, donc je fais exprès de ne pas prendre l'OAT puisqu'on a vu qu'il y a un risque de défaut potentiel, eh bien, si vous le gardez ça, mettons une obligation américaine du Trésor américain sur 10 ans, même si les États-Unis sont au bord de la faillite, eh bien simplement, ils vous remboursent pour $1 prêté, ils vous remboursent $1. Peut-être que ce dollar ne vaudra plus grand-chose dans votre monnaie de référence. Le risque, il est là, mais il n'y aura pas de risque de défaut. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes modulo, bien sûr, hein, le risque de change. Ah, alors ok, effectivement, il va falloir que j'accélère un petit peu. Merci Pierre. Donc voilà, modulo le risque de change et détenir une obligation jusqu'à son terme est quelque chose sans risque dans le cas d'une obligation d'État. Alors, la détention peut se faire donc en direct ou à travers un fonds. Hein. Donc en direct, c'est toujours un petit peu compliqué. Il est largement recommandé au niveau de la gestion privée de passer par des fonds. Alors là, rapidement, deux types de fonds très importants de bien faire la distinction. Vous avez les fonds obligataires classiques hein, sur lesquels le gestionnaire a un mandat, c'est d'être investi sur un type d'obligation en général, donc sur une devise et une maturité. Donc, par exemple, si vous avez un fonds dont le mandat est d'être investi sur les obligations entre 8 et 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Votre gestionnaire de fonds va acheter des titres entre 8 et 10 ans, et puis au bout de 2 ans de détention, ben, certains titres vont avoir moins de 8 ans de durée de vie, donc il va les vendre pour en racheter d'autres qui, eux, respectent le mandat. Et donc, si l'évolution des taux a été défavorable, il va vendre effectivement et engendrer une perte, hein, puisqu'il va vendre à perte si les taux ont monté. Donc, ça veut dire qu'un fonds obligataire, même s'il détient des obligations, même si vous restez 10 ans dedans, eh bien, vous pouvez avoir un risque de marché. C'est très différent de détenir une obligation, encore une fois, jusqu'au bout, où là, vous n'avez pas de risque, vous gommez le risque de marché. C'est pour ça que pour gommer ce risque-là, eh bien, on avait une autre catégorie de fonds qu'on appelle fermés, dans lequel le gérant va sélectionner un grand nombre de corporate bonds pour mitiger le risque de faillite. C'est des fonds en général beaucoup plus courts et on va garder jusqu'à maturité. Donc, encore une fois, la valeur ajoutée du gérant, c'est d'éliminer ou de réduire au maximum le risque de faillite et donc de diversifier son portefeuille. Mais là, par contre, donc, modulo ce risque très réduit de faillite, et bien là, vous allez retrouver votre capital à la sortie et vous allez toucher des coupons régulièrement. Donc là, c'est comme si vous aviez investi dans une obligation directement. L'inconvénient de ces fonds-là, c'est que comme ils sont fermés, effectivement, une fois que vous avez raté le closing d'un fonds, vous êtes obligé d'attendre le suivant. Donc, il y a régulièrement des fonds qui sortent en fonction de la demande. Hein, et donc, ces fonds fonctionnent par ce qu'on appelle des millésimes. Voilà. Alors que les autres sont constamment ouverts, c'est ce qui est leur avantage. Mais attention à la nature des risques. Hein. Alors, rapidement, les ETF, c'est une façon d'intervenir, d'investir dans des fonds. Ce sont donc des OPCVM, hein, donc c'est émis par une société de gestion. C'est un côté hybride dans le sens où c'est non seulement un fonds, mais en même temps ça cote de façon continue. Donc les ETF sont des instruments extrêmement pratiques hein, qui permettent de répliquer des indices, donc le S&P, le Nikkei, le CAC, etc., des indices sectoriels, des indices globaux, donc des indices mondes, des indices l'Eurostock, qui est un indice global au niveau de l'Europe ou des marchés émergents, etc. Vous avez des indices obligataires, donc ça c'est plus pour des institutionnels. Très intéressant aussi si vous voulez investir sur le marché des matières premières, comme alors l'or, si vous ne voulez pas stocker des lingots d'or entre une pile de draps ou ouvrir un coffre à la banque, eh bien vous pouvez le stocker de façon synthétique à travers des ETF. Et a fortiori hein, pour des matières premières qui seraient instockables ou qui ne seraient pas possibles d'acquérir directement. Donc, et même au niveau de la gestion privée, hormis l'or, hein, c'est le seul véhicule qui permet d'être investi sur les commodities. Donc la gestion des ETF, on a vu, c'est essentiellement passif, puisque le gérant va acheter un portefeuille qui lui permet de répliquer un indice, ou il va acheter des lingots d'or, un paquet d'onces d'or pour simplement les porter pour vous. Mais on commence à avoir une nouvelle génération d'ETF dite à gestion active, où là, non seulement effectivement le gérant gère de façon active son portefeuille, donc il n'est pas collé forcément à un benchmark, et en même temps, ces fonds-là sont cotés comme des actions en bourse. Alors, l'intérêt de l'ETF, hein, c'est
un très faible coût. Les coûts logistiques sont très réduits chez les gros émetteurs, puisqu'effectivement, encore une fois, hein, ils ont toute une logistique qui leur permet de jouer sur l'effet volume et donc de facturer des montants d'intervention extrêmement faibles. En plus, la gestion est passive, donc vous n'avez pas un gérant qui est constamment en train d'arbitrer des actions s'il doit en acheter une plutôt que l'autre. Là, puisqu'il s'agit d'acheter, de répliquer le CAC 40, vous allez acheter les 40 valeurs du CAC 40 et puis vous laisser porter. Donc, vous avez un très grand choix de thèmes d'investissement. Il existe maintenant des centaines, voire même des milliers d'ETF. Hein. Ça a démarré petitement dans les années 90. Maintenant, il y en a vraiment absolument pour tous les goûts. Vous avez, alors je dis relative liquidité, là il faut faire attention qui sont les émetteurs. Hein. Plus évidemment le montant émis est grand, plus ça sera liquide. Donc attention, certains ETF sur certaines thématiques ne sont pas forcément très liquides. Donc là encore, c'est le rôle du conseiller de vous accompagner dans la gestion et le choix des ETF les plus pertinents et en particulier les plus liquides. Ils peuvent être détenus dans beaucoup de supports, ce qu'on va voir dans la partie suivante, et ils suivent facilement le benchmark pour lequel ils sont construits. Hein. Donc, sur ce dernier point, très rapidement, vous avez deux types d'ETF. Les ETF physiques où le gérant va véritablement acheter les actifs dont il doit répliquer la performance. Donc, il va acheter les 40 valeurs du CAC, il va acheter les 500 valeurs du S&P, les 225 valeurs du Nikkei, etc., en suivant la pondération. L'avantage, c'est que vous avez la divergence avec le benchmark est quasi nulle et vous avez la nouvelle génération qui est plus simple à manager, qui sont les ETF synthétiques, hein, où le gérant construit son exposition au benchmark, non pas en achetant le sous-jacent, mais en achetant des produits dérivés de gré à gré basés sur ce sous-jacent. Là, attention, ça peut induire un risque de contrepartie. Donc là, il est important de faire un bon due diligence. Encore une fois, c'est le rôle des professionnels de vous accompagner là-dessus, hein, pour être sûr qu'il n'y a pas de risque de crédit inconsidéré qui se cacherait là-dessus. L'avantage des ETF synthétiques, c'est que vous pouvez avoir des ETF un peu plus exotiques, hein, qui vous permettent de gagner, par exemple, une exposition short ou leveragée. C'est-à-dire un ETF short Nikkei, ce sera un ETF où vous gagnez 1 yen à chaque fois que l'indice Nikkei baisse de 1 yen. Leveragé, à chaque fois que l'indice Nikkei monte de 1 yen, vous gagnez 2 yens, etc. Les produits structurés, alors on va passer assez rapidement malheureusement, mais faute de temps, les produits structurés sont des titres de créances émis par des banques, hein, qui ont pour caractéristique donc d'être liés à la performance, mais pas directement, hein, qui est lié à la performance d'un actif sous-jacent, des actions, des indices actions, parfois un taux d'intérêt, de distribuer des coupons conditionnels, en général fixes, parfois liés au niveau du sous-jacent, ce qui est beaucoup plus produits structurés. Donc ces produits sont remboursables un peu comme une obligation à la valeur nominale ou bien parfois euh, à un montant inférieur lié à la valeur du sous-jacent. Donc le capital n'est pas forcément garanti. Hein. Certains produits structurés ont un capital garanti, sont minoritaires, et d'autres ont un capital qui n'est pas garanti. À cela peut s'ajouter le risque de défaut de l'émetteur, puisque ce sont des titres émis par des banques. Quand vous achetez un produit, un produit structuré, vous l'achetez à une institution financière, ça sert au financement de la banque, hein, directement. Après, la banque va se couvrir pour payer en fonction de l'exposition que vous avez sur l'action sous-jacente. Maturité de cours à beaucoup plus long, hein, 3 à 12 en général, 6 à 12 pour les sous-jacents indices, 3 à 5 pour les sous-jacents purement actions, et qui sont rappelables en général tous les 6 mois après une période de carence au démarrage. Donc le coupon fixe, l'idée c'est de servir un coupon fixe supérieur à celui d'une obligation de même durée. Quand les taux étaient à zéro, c'était de servir un coupon fixe tout court, fortement supérieur à zéro. Donc, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que maintenant que effectivement les coupons, les taux ne sont plus à zéro, malgré tout, ça reste encore des instruments les plus distribués, hein, en termes de gestion privée. Donc, il faut bien entendu, pour qu'il présente un intérêt, puisqu'il y a parfois un risque en capital, c'est que la rémunération soit supérieure à une obligation de même type. Donc, le rappel automatique est déclenché si le sous-jacent est au-dessus d'un certain niveau. Hein, ce niveau peut parfois dépendre du semestre d'observation, c'est-à-dire que ça peut être le niveau d'entrée, puis un an après, le 95% du niveau d'entrée, etc., etc. Ils sont rappelables donc la plupart du temps après une période de carence de 12 à 6 mois. Et si le produit n'est pas rappelé, il peut ou pas payer le coupon fixe. Voilà. L'année de la maturité en cas de non-rappel, hein, si le sous-jacent est en dessous d'un certain niveau, en général, effectivement, on peut
pas n'être remboursé que de 50 ou 70%. Le capital est remboursé à la hauteur de la performance du sous-jacent. Et donc là, le gros risque, il est là. Donc rapidement, les sous-jacents sont ou des actions ou parfois des paniers d'actions et dont on va prendre la plus mauvaise performance ou des indices grand public ou et dans les produits, on va dire, plus grand public, on va souvent avoir des indices faits sur mesure. Donc les indices sur mesure sont dans les produits dits de campagne, c'est-à-dire donc de campagne pas au sens rustique, c'est des produits qui n'ont rien de rustique, mais aux produits de campaign en japonais et non pas Inaka, bien sûr. Et donc, c'est des produits de large diffusion qui vous permettent d'investir sur des montants faibles, alors que ce sont des produits plus spécialisés, en général sur les actions simples. Ça des produits dédiés pour un investisseur où le ticket d'entrée est en général à 6 chiffres. Voilà, comment marchent les autocalls? Eh bien, ça permet donc ça permet aux souscripteurs de distribuer des coupons à partir de deux éléments. C'est-à-dire le souscripteur, il prend un risque qui est rémunéré par l'émetteur à travers un coupon plus élevé. Donc, un, c'est la possibilité de ne pas être remboursé à la valeur nominale, et deux, d'être en dessous du niveau barrière. Donc, si vous êtes en dessous du niveau de barrière, effectivement, bah, vous allez perdre en capital. Cette perte que vous êtes prêt à prendre, et évidemment, l'émetteur va vous la rémunérer sous forme de coupon. Hein. Pour faire simple, hein, si on pense qu'il y a 20% de probabilité que le souscripteur ne soit remboursé qu'à 50%, ça veut dire qu'il y a 80% de chances que vous soyez remboursé à 100%. Ça veut dire que globalement, hein, donc 20% à 50% plus 80 à 100%, il y a 90% de chances que vous soyez remboursé à 100%. Donc ça veut dire que l'espérance est que vous soyez remboursé de 90 euros. Donc ces 10 euros de perte potentielle, elles sont repackagées sous forme de coupons. Et donc là, plus le sous-jacent est volatile, plus la probabilité d'être sous le niveau de barrière est grande, et donc plus le coupon sera élevé. Et donc, les dividendes du sous-jacent, hein, c'est les dividendes, vous ne les touchez pas, puisque la performance du sous-jacent s'entend hors dividendes. Et donc, les dividendes auxquels vous renoncez, et là encore, l'émetteur va les repackager et vous les resservir sous forme de dividendes. Là, on a vu que ces dividendes sont, comme quand ils sont revus à la baisse, évidemment, l'émetteur court un risque. Donc, pour pallier ce risque, maintenant, la nouvelle génération de produits structurés est basée sur des dividendes artificiellement élevés et fixes. C'est un petit peu une hérésie au sens financier, puisque plus le sous-jacent baisserait, plus en pourcentage le dividende, puisque lui, il est d'un montant fixe, serait grand en pourcentage. Donc attention, hein, nous ne favorisons absolument pas ces produits dits de campagne, puisqu'ils sont basés quand même sur des indices qui n'ont aucune réalité financière. Donc grande défiance là-dessus. Alors, le private equity, parfois appelé capital investissement, sont des actifs avec les caractéristiques suivantes. Les sociétés à qui on apporte du capital sous forme de dette ne sont pas cotées sur un marché organisé. Elles n'ont pas donc non plus d'obligation de publication financière. Elles ne cotent pas sur des marchés organisés, donc c'est un investissement illiquide. Donc, qui est en général compensé par des rendements supérieurs à ceux des actions listées et avec une certaine décorrélation par rapport à ces dernières. En théorie, c'est ce qu'on voit souvent, mais il peut parfois y avoir des accidents où ce n'est pas le cas. Alors, ces sociétés peuvent être des startups ou des PME ou même des très grandes sociétés. Chanel ou Decathlon, par exemple, c'est du private equity puisqu'ils ne sont pas cotés. Ça a longtemps été réservé donc, ce qu'on appelle aux ultra high net worth individuals, donc aux gens très très fortunés. Il existe maintenant des compartiments accessibles à la gestion privée et cette accession au private equity se fait uniquement à travers de fonds spécialisés et non pas de stock picking, puisque un particulier n'a pas vocation effectivement à acheter comme ça des parts d'actions non cotées. Ça, c'est le rôle des intermédiaires de lui proposer ça et de repackager pour éviter le risque spécifique. Alors, or, si c'est votre outil de travail, ceux qui sont propriétaires de l'outil de travail font du private equity peut-être sans le savoir, ou si vous êtes un business angel, mais là, c'est un outil professionnel aussi en tant que tel. Voilà. Donc, les fonds de private equity dans la gestion privée sont en général investis dans des PME sur plusieurs dizaines de projets, car le taux de défaillance est élevé. Donc là, il s'agit effectivement d'avoir quelques pépites qui vont très largement surperformer pour vous servir à un rendement intéressant et absorber les dossiers non performants. Voilà, donc les classes d'actifs populaires sont l'immobilier, sont le crowdfunding, sont le capital risque et sont les infrastructures.
Alors, outre les véhicules avec incitation fiscale qui sont, eux, réservés aux résidents, il est possible de loger du private equity dans les contrats d'assurance vie. Il est présenté par certains intervenants comme un investissement très peu volatile. Alors ça, moi, je m'insurge personnellement là-dessus, puisque évidemment, comme vous avez très peu de valeur liquidative, on ne voit pas les mouvements. Donc ça veut dire que si on ne voit pas, il n'y a pas de risque. Effectivement, une autruche ne voit pas le risque, puisqu'elle ne voit pas les mouvements, elle ne voit pas le lion arriver. Pourtant, si le lion arrive, il y a chance de se faire croquer. Et la gestion du fonds de structuration et de partage de performance peuvent aussi parfois diminuer la rentabilité, donc à utiliser vraiment avec parcimonie. Alors, dans les actifs alternatifs, on va d'abord voir les cryptos. Alors, les cryptos ne sont pas des monnaies au sens de la théorie économique, donc c'est pour ça que j'appelle ça cryptoactif et non monnaie. Et ce ne sont surtout pas des actifs patrimoniaux pour l'instant, hein. Au jour d'aujourd'hui, ça pourra changer, mais pour l'instant, c'est vraiment spéculatif, réservé aux traders avertis. Pourquoi, hein? C'est excessivement volatile. La logique économique n'est pas clairement établie, parce que ce n'est pas une monnaie, encore une fois. Le marché est trop peu réglementé et vous avez de la sécurité sur la conservation des coins, hein. Ça, on a vu quelques faillites, hein, le paradoxe, justement, c'est que ça repose sur une architecture complètement décentralisée. Or, des gens de toute bonne foi ont fait appel à des tiers de confiance qui sont censés éliminer les cryptos pour faire conserver leur portefeuille de Bitcoin. Et on a vu, hein, cette fameuse faillite aux États-Unis où eh bien, le patron était parti avec la caisse, pour la faire simple. Voilà. Alors, la création d'un ETF sur Bitcoin, hein, par BlackRock, effectivement, fait que ça rentre maintenant un petit peu dans le monde des actifs un peu plus, on va dire, entre guillemets, normaux. Ça pourrait changer la donne. Donc, encore une fois, pour l'instant, ça n'a rien à faire de gestion patrimoniale. Ça ne peut, never say never. Ça pourra très bien l'être dans les années à venir. Enfin, dans les actifs alternatifs, ils sont patrimoniaux, hein. On peut citer le vin sur les grands crus, les œuvres d'art, les voitures de collection, les métaux, bois précieux. Ça peut être très intéressant, ça peut beaucoup se valoriser, ça peut aussi complètement faire plouf. C'est des actifs sur lesquels il faut investir uniquement si on a un intérêt propre, c'est-à-dire un intérêt artistique ou un intérêt passionnel, au risque de faire très très mauvaise affaire, hein. Si vous connaissez rien, si vous ne buvez que de la bière ou de la limonade, n'allez pas investir sur les grands crus. Je pense que ce serait une très très mauvaise idée. Et a fortiori, pareil, hein, sur les œuvres d'art, si vous ne connaissez rien à la peinture, ne vous dites pas, tiens, j'achèterai tel tableau, ça pourrait être sympa, hein. Ça, rappelez-vous, il y a un adage qui dit que, et ça c'est parfaitement vrai pour ce genre d'investissement dans ce genre d'actifs, hein, si vous êtes assis à une table de poker, si vous ne savez pas qui est le pigeon, c'est que c'est vous. Et ben, ça marche parfaitement pour ce genre d'investissement. Alors, rapidement, comment investir dans les actifs financiers? On va voir donc trois familles de solutions, hein, ce qu'on a vu dans le plan. Les solutions françaises, donc classiques, hein, PER, PEA, assurance vie, contrat de capitalisation. Alors, toutes ces solutions sont franco-françaises, sont monodevises et donc à savoir uniquement investir en euros. Certaines sont ouvertes aux non-résidents, d'autres pas, ou certaines le sont de façon mixte, c'est-à-dire le PEA, par exemple, l'était si vous y avez souscrit en tant que non-résident. Donc, par exemple, le PER, hein, il est ouvert aux non-résidents, mais le gros avantage est la carence fiscale à l'entrée à laquelle vous n'avez pas droit. Vous y avez le droit à la sortie si vous récupérez vos fonds une fois en France, mais la carotte fiscale se fera sur un TMI, en général, un taux marginal d'imposition plus bas. Donc, encore une fois, la situation fiscale est moindre. C'est liquidable uniquement à la retraite, hein, soit 64 ans, sauf disposition particulière des événements de la vie, heureux ou malheureux. Les choix de support d'investissement sont en général assez limités et la fiscalité successorale de l'assurance vie est uniquement avant 70 ans et pas au-delà. Le PEA, rapidement, hein, c'est rien d'autre qu'un compte titre accessible aux non-résidents s'il a été ouvert en tant que résident. Vous pouvez le garder. Alors avant, il fallait le fermer quand vous partiez en expatriation. L'exonération est uniquement sur l'imposition qui est passée à 12,8, hein, sachant qu'on a ce qu'on appelle le flat fee. La flat tax, en l'occurrence, comprend les prélèvements sociaux et l'imposition. Les prélèvements sociaux ont largement pris le dessus maintenant. Ils sont donc à 17,8 et ça, vous les payez quelle que soit la situation. Donc, en fait, vous avez simplement une exonération de plus-value de 12,8%, ce qui a considérablement quand même diminué l'intérêt du PEA qui était totalement exonéré de plus-value avant. Et les versements sont limités à 150 000 euros, ce qui est quand même pas mal, hein, ce qui est plus que sur les schémas japonais qu'on va voir. Et sachez que le support d'investissement est limité, bien sûr, des actions au fonds d'action de la zone euro, et y compris à l'exclusion, hein, des foncières ou des SCI, qui sont des formes d'actions, mais qui sont même investies en euros, qui sont exclus.
L'assurance vie, eh bien, il existe des contrats ouverts qu'on pourrait être amené à vous proposer si vous avez un intérêt pour les Français, même résidant au Japon. Si vous avez un contrat qui a été ouvert avant de partir, vous pouvez bien entendu le garder, même si c'est des assureurs qui n'assurent pas les nouveaux entrants au Japon, il ne peut pas vous chasser une fois que vous êtes parti de France. Alors, pour rappel, l'assurance vie, parce que les gens confondent souvent l'assurance vie avec le fonds en euros. Les gens disent que l'assurance vie ne rapporte rien ou ne rapporte pas grand-chose. C'est vrai si vous êtes uniquement investi dans ce qu'on appelle l'actif général, connu sur le nom de fonds en euros, qui lui est garanti en capital. Mais rien ne vous empêche de ne pas être investi du tout, ou quasiment pas en actif général, et d'être investi dans ce qu'on appelle des unités de compte. Les unités de compte, c'est rien d'autre que des OPCVM. Ça peut être pour certains contrats du private equity, des produits structurés, des SCPI, des titres vifs pour les contrats un peu plus haut de gamme. Alors, sachez qu'en cas de défaillance d'un assureur, le fonds de garantie des dépôts garantit les sommes placées uniquement à hauteur de 70 000 euros par assureur. Donc, si vous avez plusieurs contrats chez le même assureur, ça va être 70 000 euros. Après, si vous avez deux contrats chez des assureurs différents, ça sera 70 000 euros par assureur. Donc, de plus, il y a un risque systémique en cas de risque systémique pour la stabilité financière, la fameuse loi Sapin 2 pourrait limiter les opérations de retrait ou d'arbitrage. Donc, ça peut être quand même un inconvénient certain. Voilà, donc vous avez une retenue à la source française en cas de, y compris au Japon, mais exonération des prélèvements sociaux, en particulier ceux qui sont prélevés sur le fonds en euros au 31 décembre systématiquement pour les résidents français. Vous n'avez pas le droit non plus à l'abattement après 8 ans de détention, qui est quand même plutôt intéressant, pour les de 4 600 ou 9 200 euros pour les célibataires ou les couples. Par contre, vous avez toujours l'abattement successoral, c'est-à-dire qu'à hauteur de 152 500, vous pouvez transmettre à qui vous voulez, donc ça c'est important. Donc 152 500 par bénéficiaire, c'est pas forcément votre famille, ça peut être n'importe qui, ça peut être votre oncle d'Amérique ou même votre ancienne maid que vous voulez récompenser, ça peut être absolument n'importe qui, et en plus, ces fonds sortent de l'assiette successorale, donc ce qui diminue effectivement le déclenchement de la progressivité des droits de succession dans le reste de l'assiette. Attention, selon les cas, les droits de succession pourront cependant être dus au Japon. Donc ça, c'est du cas par cas. Et puis, le contrat d'assurance vie français peut parfois servir à nantir un prêt immobilier, ce qui peut parfois être intéressant malgré tout. Le contrat de capitalisation, c'est à peu près le pendant, sur l'aspect purement financier, c'est vraiment le pendant de l'assurance vie. Oups, pardon, attendez, je vais un petit peu vite. C'est le pendant de l'assurance vie. Les caractéristiques financières sont les mêmes. La seule différence est au niveau de la transmission. Là, le contrat n'est pas dénoué lors du décès, mais rentre dans l'assiette successorale, donc ce qui est un peu plus défavorable. En contrepartie, il peut faire l'objet d'une donation du vivant du souscripteur, contrairement à l'assurance vie qui, elle, ne peut pas être donnée du vivant du souscripteur. Les solutions japonaises, donc rapidement, ce sont en gros les équivalents au PER et au PEA du Japon, qui sont donc l'IDECO, donc l'équivalent PER, le NISA, l'équivalent PEA. Donc, pour l'IDECO, les versements sont déductibles intégralement des revenus, ce qui est quand même plus sympa que dans le cas français où ce n'était pas intégralement déductible. Mais ils sont plafonnés annuellement en fonction de la nature de l'emploi. Donc, si vous êtes un salarié dans une entreprise qui vous donne un plan employeur, eh bien vos montants sont plafonnés à 144 000 yens par an, ce qui n'est pas énorme. Si vous êtes un auto-entrepreneur, vous n'avez droit a priori évidemment à aucun plan d'entreprise. Là, le montant est quand même un peu plus intéressant. On est à 816 000 yens par an, ce qui est quand même pas non plus mirobolant. Ça fait de l'ordre de 5 000 euros. Donc c'est pas mal, mais ça ne saurait en tout cas être suffisant pour se constituer une épargne à long terme. Alors, le plan peut être liquidé à partir de 60 ans, pas d'obligation de prendre sa retraite, contrairement au PER français. La sortie peut se faire en capital ou en rente. Alors, les montants ne seront pas énormes, enfin, encore une fois, ça a son intérêt. Par contre, et là, c'est important pour les Français au Japon, beaucoup ont quand même vocation à sortir du territoire. Donc, après, il ne sera plus possible de contribuer et la liquidation peut se faire à certaines conditions, malgré tout pour les étrangers, mais les conditions qui sont relativement restrictives. Rapidement, il faut moins de 5 ans et pour un montant relativement faible. Donc voilà. Donc ce sont vraiment des solutions très très domestiques, de même que le NISA, qui est l'équivalent du PEA. Donc là, les versements sont doublement plafonnés, contrairement au PEA, où vous êtes plafonné one shot à l'auteur de
de l'enveloppe totale que vous pouvez mettre à l'instant T0. Là, c'est à hauteur de 3 600 000 yens, pardon, à hauteur de 18 millions de yens, vous pouvez verser annuellement que 3 millions. Alors, il y a deux types de NISA, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais donc globalement, voilà l'enveloppe qui vous est allouée, 18 millions de yens au niveau global, donc c'est un bon 100 000 euros, donc vous voyez, c'est plus faible que le PEA français, et un montant annuel de 3,6, qui n'est pas non plus énorme. Alors, les gains en capital et dividendes sont entièrement exonérés d'impôts, donc ça, c'est plus sympa que le PEA, parce qu'il n'y a pas de notion de prélèvements sociaux au Japon pour l'instant. Et la sortie peut se faire à n'importe quel moment, donc vous n'avez pas la durée de détention minimale de 5 ans que vous avez en France. Par contre, la sortie du pays implique la fermeture du plan. Donc, pour ceux qui ont l'intention de partir, de quitter le Japon bon, à court ou moyen terme, ce n'est pas forcément le véhicule le plus intéressant. Donc, conclusion, hein, ces plans ont clairement un intérêt qui est fiscal. Ce sont des véhicules d'investissement intéressants, mais les versements sont limités. Deux, et ça c'est assez pénalisant, les supports d'investissement sont limités à des produits financiers japonais. Alors ça ne veut pas dire que vous investissez uniquement sur des actifs japonais, mais qui peuvent être investis. Celui-ci, par exemple, banque peut très bien vous créer un fonds investi sur l'Inde, la Chine, etc., qui sont assez populaires même au Japon. Mais vous allez passer par des véhicules d'investissement japonais. Vous n'avez pas le droit aux ETF, par exemple. Ils sont donc distribués dans des réseaux bancaires japonais avec une documentation uniquement en japonais qui n'est pas forcément la plus sympathique à lire. Alors, même pour les gens qui sont vraiment pella en japonais, ce n'est pas forcément toujours évident à lire. Et puis, la portabilité en cas de départ du Japon est inexistante. Voilà, donc encore une fois, oui, mais ça ne saurait constituer l'intégralité d'un patrimoine et c'est même plutôt une petite partie. Et on va finir par les solutions internationales, qui sont effectivement les plus intéressantes pour les Français de l'étranger. Alors, elles sont basées, alors, il y a peut-être d'autres, mais on va dire les plus intéressantes et les plus fiables sont basées soit au Luxembourg, soit dans l'île de Man. Alors, Luxembourg, je pense que d'entre vous doivent être familiarisés. L'île de Man, on va voir, c'est un petit peu particulier. Alors, quelles que soient ces juridictions, à Luxembourg, l'île de Man, les deux schémas proposés dans ces juridictions ont un intérêt essentiel qui résulte de leur neutralité fiscale. C'est-à-dire que ces plans qui sont basés dans ces pays sont complètement défiscalisés dans les pays où ils sont issus. Donc, la seule fiscalité est la fiscalité de votre pays de résidence. Donc, conséquence, hein, en cas de retour vers la France, on se retrouve fiscalisé au même niveau que n'importe quel produit d'épargne français équivalent. Donc, un Français peut souscrire à une assurance vie luxembourgeoise, par exemple. On verra que l'intérêt n'est pas fiscal, l'intérêt est plutôt sur ce sur quoi il peut investir, ce qu'on va voir tout de suite. Par contre, évidemment, si vous souscrivez à ce genre de plan, Île de Man ou Luxembourg, vous êtes fiscalisé donc selon la fiscalité japonaise. Par contre, si vous quittez le Japon, vous n'êtes pas obligé de fermer le plan. Et si vous partez vers un pays, ce qui arrive souvent, hein, pas mal d'expats au Japon partent après vers Hong Kong, vers Singapour, vers même Dubaï, qui sont des pays où vous n'avez pas de fiscalité sur le revenu du capital, eh bien vous vous retrouvez avec une assurance vie et un contrat de capitalisation où la fiscalité sera nulle. Et donc, vous aurez pu garder votre véhicule. Gros intérêt à ce niveau-là. Alors, on va rentrer dans le détail. L'assurance vie luxembourgeoise. Hein. La grande différence avec son homologue française, le véhicule est très semblable, mais il y a quand même une grande différence, c'est que les avoirs sont garantis jusqu'à 100% et non pas limités à 70 000 euros. Donc, ça change beaucoup. Surtout que les montants investis dans ces contrats sont en général beaucoup plus importants que 70 000 euros. Donc, c'est garanti à travers un mécanisme, je très rapidement passé, hein, le triangle de sécurité au centre duquel se trouve le souscripteur et vous avez trois parties prenantes qui s'occupent de vous. Vous avez la compagnie d'assurance auprès de laquelle vous allez souscrire votre contrat. Vous avez une banque dépositaire, c'est-à-dire que ce n'est pas la compagnie d'assurance qui va garder vos avoirs, mais c'est une banque tierce qui n'a aucun rapport capitalistique ou quelque chose ou autre avec la compagnie d'assurance, ce qui inclut une ségrégation de vos avoirs par rapport à la compagnie d'assurance. Et vous avez un régulateur qui s'appelle le commissariat aux assurances en Luxembourg, qui contrôle la solvabilité des compagnies d'assurance et qui contrôle effectivement aussi les banques dépositaires et qui s'assure surtout effectivement qu'il y a ce qu'on appelle bien un Chinese wall
entre la compagnie d'assurance et les actifs que vous avez déposés et sur lesquels vous vous êtes investi. Donc, une convention tripartite va graver ça dans le marbre et, encore une fois, le régulateur, le CAA, va s'assurer de la bonne fin de votre contrat. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle un super privilège en tant que souscripteur d'un contrat d'assurance, dans le sens où si jamais la compagnie d'assurance venait à faire faillite, si jamais vous ne pouviez pas, malgré tout, malgré toutes les précautions mises en place, récupérer l'intégralité de vos dépôts, eh bien, vous avez le super privilège qui fait que vous passez devant tous les autres créanciers, absolument tous les autres. Donc, ce qui veut dire que même en cas d'accident, vous avez quand même toutes les chances de retrouver une très grande partie de vos billes. Et enfin, autre divergence par rapport à l'assurance vie française, c'est que vous n'êtes pas soumis à la loi Sapin 2, sauf, alors attention, si votre assureur se réassure en France. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut arriver, vous seriez soumis à la loi Sapin 2, parfois sans le savoir. Donc, il est important de choisir un assureur qui ne soit a priori pas français et de lui demander s'il se réassure auprès de compagnies d'assurance françaises ou pas. Alors, comment ça se passe si vous voulez ouvrir une assurance vie luxembourgeoise? Encore une fois, il existe, il n'y en a pas beaucoup, parce que les assureurs luxembourgeois sont assez frileux, effectivement, sont assez conservateurs. Ça, c'est, on va dire, la philosophie luxembourgeoise. Il existe malgré tout, on a la possibilité de vous accompagner sur l'ouverture de contrats pour des résidents français au Japon. Il n'y en a pas beaucoup, mais on a cette possibilité-là, pardon. Le montant minimum est, par contre, relativement élevé, c'est 250 000 euros. Par contre, le choix de support est énorme, on va dire très vaste. Possibilité d'avoir des compartiments dans d'autres devises, alors ça va être quand même essentiellement l'euro et le dollar, mais ça permet quand même de jongler. Vous avez, alors, à la marge, dans certains contrats, pour des montants très élevés, on peut envisager des compartiments en yens, en francs suisses ou en livres sterling, mais ce n'est pas la norme. Les règles successorales sont les mêmes que pour l'assurance vie française avec les fameux 152 500. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce que cette spécificité est gardée dans le contrat luxembourgeois. Et vous avez la possibilité de confier un mandat de gestion au travers d'un fonds dédié qu'on appelle le fonds d'assurance spécialisé. Donc c'est un fonds qui est fait sur mesure pour vous, et vous donnez un mandat de gestion à un gestionnaire qui va s'assurer, avec bien sûr, en suivant vos guidelines et en faisant le point régulièrement avec vous, qui va gérer pour vous et faire fructifier votre capital. L'avantage, c'est que les frais d'entrée sont relativement réduits et que le FAS va effectivement être rémunéré à travers des frais de gestion, là encore, relativement peu élevés. Alors, ça sert, on a vu que l'assurance vie française pouvait servir de collatéral à un prêt immobilier. L'assurance vie luxembourgeoise permet de contracter ce qu'on appelle un prêt lombard, qui est gagé sur les actifs de l'assurance vie et qui permet de contracter un prêt qui n'est pas seulement immobilier. Vous pouvez emprunter de l'argent et acheter ce que vous voulez, acheter une voiture, une maison à l'étranger ou a priori ce que vous voulez. Il y a tout un tas de règles à respecter, mais ça vous permet quand même d'emprunter de l'argent collatéralisé sur votre contrat d'assurance vie, encore une fois, qui sort du contexte purement immobilier. Tous ces points restent valables aussi pour un contrat de capitalisation luxembourgeoise. Alors, les solutions un peu plus originales sont celles qui sont logées à l'île de Man. Alors, pour rappel, l'île de Man figure, ça fait un petit peu peur, mais sachez que c'est un territoire qui se trouve sur le continent européen au sens large. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est entre la Grande-Bretagne, mi-chemin entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Ça figure sur la liste blanche de l'OCDE. Ça ne fait pas partie du UK, mais par contre, ça, c'est rattaché à la couronne britannique, donc c'est pas du tout un paradis fiscal obscur. Et donc, la sécurisation des investissements, Alors, vous avez peut-être un problème
sonore. Je vais rappeler le, hop, le conférencier. J'espère qu'on va s'en tirer. On était presque arrivé au bout. J'appelle de suite le conférencier. En espérant qu'on va s'en tirer. Donc, notre conférencier a un petit problème de batterie et nous demande de patienter 2 minutes. Je vais vous demander de patienter avec moi, en espérant qu'il s'en sorte. Hop. Donc, j'ai l'impression que Jean-Noël est revenu. Voilà, excusez-moi pour ce petit couac, évidemment. On avait eu des petits soucis juste avant, donc j'avais un peu changé de lieu de projection précipitamment et j'étais parti sans chargeur. Voilà. Alors, il faut que je mette. Hop, alors, euh, hop. Alors, j'essaie de retrouver ma présentation. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, Ok. Bon, désolé pour ce petit, hop, pour ce petit incident. Alors oui, on a été donc solution l'île de Man en fait, hein. La sécurisation des investissements, donc un petit peu comme le Luxembourg, mais avec une logistique différente, hein, elle repose sur 4 piliers que sont une loi qui confère au régulateur local, hein, la FSC, d'apprécier l'aptitude à exercer et de garantir la solvabilité sociale et l'assurance. Donc ça, c'est effectivement un organisme, la FSC a le même pouvoir que la CIA au Luxembourg, hein, c'est en parallèle. Donc simplement, alors pour rappeler, hein, on a été interrompu en plein cours de géographie sur l'île de Man, hein. Donc l'île de Man, comme je l'ai dit, hein, c'est donc un territoire qui appartient donc à la couronne britannique, qui jouit d'une fiscalité particulière, mais qui est sur la liste blanche, hein, encore une fois, je rappelle, de l'OCDE. Donc ce n'est pas du tout un paradis fiscal comme pourrait l'être Panama ou le Vanuatu ou les îles Caïmans, hein. C'est parfaitement. Oups, voilà. On est dans un cadre parfaitement transparent. Donc, transparence fiscale, j'y viens justement. Il y a une application d'une convention bilatérale d'échange d'informations, hein, entre la France et l'île de Man. Donc, encore une fois,
les échanges, il y a échange d'informations. Donc, l'Île-de-Man, s'il voit quoi que ce soit de suspect, il le transmet aux autorités françaises. Donc, ce qui est bien sûr une garantie contre le blanchiment et autres mouvements suspects de fonds qu'il pourrait y avoir dans l'Île-de-Man. Une protection renforcée en cas de faillite. Alors, c'est un petit peu similaire à ce qu'on avait au Luxembourg. Au Luxembourg, effectivement, c'était jusqu'à 100%, modulo que, une fois que, effectivement, la société d'assurance s'est fait faillite, que vous ayez récupéré tout ce que vous pouvez récupérer, qu'il reste quelque chose. Il reste toujours quelque chose, mais en général, il reste 100%, mais il peut, parfois dans les cas, vraiment, on ne l'a jamais vu, hein, je vous rassure tout de suite, mais il pourrait très bien s'envisager qu'il ne reste plus que 85 ou 90% des actifs. En théorie, on retrouvera 100%. L'île de Man a pris un schéma un petit peu différent. C'est lui, c'est par contre, quoi qu'il arrive, il y a 80% des sommes investies qui vous sont restituées, dans le sens où cette restitution ne se fera pas à travers les actifs de la compagnie d'assurance qui ferait faillite, mais à travers un fonds qui est constitué en amont par tous les participants de marché. C'est un fonds de solvabilité de garantie. Donc là, quel que soit le schéma, même si la compagnie disparaît complètement, les 80% des sommes investies seront récupérées. Encore une fois, ce sont des très grands groupes, très capitalisés et très surveillés. Donc, le risque de faillite est never say never, encore une fois, mais est quand même extrêmement réduit et encore bien plus réduit qu'il pouvait l'être avant, suite à la grande crise financière de 2008. Et enfin, il y a un centre de gestion des litiges gratuit pour les assurés. Donc, ce qui veut dire qu'en cas de litige avec la compagnie d'assurance, les assurés peuvent saisir un médiateur qui tranchera effectivement en cas de litige et de façon indépendante. Alors, à l'île de Man, on a deux produits d'investissement, deux véhicules d'investissement qui sont ouverts aux résidents japonais, hein. Alors, c'est un produit de capitalisation. Le produit de la version assurantielle existe, mais elle n'est pas ouverte aux résidents japonais, qui s'appelle le Personal Portfolio Bond, qu'on va expliquer dans la slide suivante, hein, et un autre produit d'épargne régulière qui lui est inspiré du PER, qui est quelque part un super PER, hein, et Regular Savings Plan, et on va voir aussi comment ça fonctionne. Alors, le PPB, c'est un contrat de capitalisation, donc il existe une version assurantielle, encore une fois, pas disponible au Japon. Là, vous avez véritablement la possibilité d'investir dans 7 compartiments différents, donc dans 7 devises différentes, y compris le yen, hein. Donc, vous avez les grandes devises, le yen et le Hong Kong dollar, par exemple, dans lequel vous pouvez, hein, donc pour les gens qui seraient amenés effectivement à ouvrir ce genre de plan à partir à Hong Kong, on peut largement garder et y loger des actifs en Hong Kong dollar. Comme pour les contrats luxembourgeois, les actifs sont ségrégés dans un établissement indépendant, donc là encore qui n'a aucun lien capitalistique avec l'assureur. Un choix de support qui est tout aussi vaste que dans le cas de l'assurance vie luxembourgeoise. Les mêmes règles successorales, hein, du contrat de capitalisation française qu'on a vu, donc possibilité de donation et possibilité de transmission dans l'actif successoral. Gestion sous mandat possible aussi, et des frais d'entrée, là, tout comme le Luxembourg, extrêmement réduits, avec là encore, hein, une rémunération tout à fait réduite aussi de la gestion sous mandat. Enfin, le Regular Savings Plan, donc là, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, surtout quand on est, jeune tout est relatif, mais on va dire en première partie de carrière, hein. C'est un outil de capitalisation extrêmement puissant qui est un super PER. La durée est à la carte, elle est pas liée à un événement exogène tel que le départ à la retraite, comme c'est le cas du PER, ou un âge butoir de 60 ans, comme pour l'IDECO. Donc, on peut le bâtir comme on veut. Comme je dis, même les gens en première partie de carrière, même largement au-delà, hein, puisqu'on peut ouvrir un plan à partir de 10 ans. Donc, même à 55 ans, vous pouvez ouvrir un plan sur 10 ans. Il est vrai que plus la durée des tensions est longue, plus c'est intéressant, mais rien n'empêche d'ouvrir ce genre de plan sur 10 ans. Comment ça marche? Eh bien, on retrouve un petit peu la technique du DCA qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est un investissement par des versements mensuels réguliers. Alors, nos amis de l'Île-de-Man sont même sympas. On peut même faire ces versements à partir d'une carte de crédit pour éviter de faire des folies commis ou des virements ou des mandats un petit peu compliqués et coûteux. À partir d'une carte de crédit, ça vous permet en plus, hein, si vous avez une carte brandée, de toucher des points ou des miles sur votre compagnie aérienne
favorite. Des montants relativement faibles, hein, donc pour le compartiment yen, c'est 62 000 yens, donc c'est un peu moins de 400 euros à verser régulièrement. Alors, il y a quelques contraintes, c'est-à-dire que votre argent est bloqué pendant 2 ans, mais après, vous pouvez en disposer, donc c'est vraiment une toute petite contrainte, et après, vous pouvez en disposer, même si, encore une fois, l'idée est de rester jusqu'au bout. Donc, là aussi, les 7 compartiments, y compris le yen et le Hong Kong dollar, là encore, les actifs ségrégés, et là encore, un choix de support extrêmement vaste, hein. Donc, hein, la façon dont ça va marcher, c'est que vous allez accumuler essentiellement pour votre retraite, pour vos vieux jours, hein. C'est une pure retraite par capitalisation, complètement à la carte, puisque la durée est à la carte, le montant investi est à la carte, et les sous-jacents, évidemment, là encore, c'est le rôle du conseiller, hein, de vous amener vers les sous-jacents les plus adéquats pour vous, pour votre profil de risque, en fonction du mandat de gestion que vous lui auriez donné. Donc, flexibilité, comme j'ai dit, avec des possibilités de retrait partiel, hein, élargie diversification des actifs. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment un outil structurant de planification patrimoniale et financière. C'est vraiment, euh, quand on démarre un petit peu dans la vie active et que je pense que la plupart les plus jeunes d'entre vous savent qu'effectivement, ils ne doivent pas tellement compter sur les retraites planifiées actuelles que nous, on aura peut-être la chance de connaître, les plus anciens. D'où l'urgence, enfin, ou en tout cas la nécessité le plus tôt possible de se constituer une épargne de capitalisation en vue justement de la retraite, même si elle est encore loin. Et donc, typiquement, ce genre d'outil répond parfaitement à cette problématique. Encore une fois, hein, que ce soit vraiment au long cours pour les gens qui veulent démarrer très très tôt cet effort de capitalisation, comme pour des gens en cours de carrière qui veulent effectivement se rajouter un petit complément de retraite. Donc ça, c'est vraiment un outil extrêmement performant, extrêmement souple et assez peu coûteux. Voilà. Voilà, donc conclusion, eh ben, effectivement, parfois les gens se disent, bon, c'est bien sympa ce qu'ils nous racontent, mais on pourra très bien faire ça tout seul avec une IA. Donc, ben, pour savoir si on servait à quelque chose, j'ai demandé à mon cher ChatGPT qu'est-ce qu'il en pensait. Je lui ai posé la question, quels sont les meilleurs placements pour les expatriés français au Japon? Et donc, il a fait une réponse où il a repris pas mal de choses qu'on a vues, peu des choses qu'on a vues, mais pas toutes les choses qu'on a vues. Donc, il a été moins exhaustif que ce qu'on a pu voir, nous, au cours de cette présentation. Et puis, donc, je vous ai simplement fait un copy-paste de ses recommandations générales à titre de conclusion, hein, donc des choses intéressantes, effectivement, sur la résidence fiscale, donc la fiscalité, d'éviter le PA expatriation parce que vous ne pouvez plus faire de nouveaux versements, de diversifier vos placements, donc ça, on revient à ce qu'on disait au début, hein, ne pas effectivement rejeter l'immobilier, mais considérer l'immobilier comme uniquement un complément, une partie d'une allocation patrimoniale, en plus de, oui, il distingue assurance vie et marché financier, ce qui est un petit peu artificiel, hein, puisqu'en fait tout ça, c'est, on va dire, immobilier plus financier. Et enfin, dans sa sagesse infinie, le dernier point de la réponse de ChatGPT, c'est consultez un conseiller en gestion de patrimonial international, voilà, pour optimiser votre situation spécifique, notamment avec la convention fiscale France-Japon. Ce qui me fait dire que, vous voyez, l'intelligence de ChatGPT n'est peut-être pas si artificielle que ça, in fine. Voilà, donc, alors, je suis désolé d'avoir été un petit peu long, c'est vrai que c'est un grand défaut, j'avais pourtant un chronomètre sous les yeux, mais il est allé plus vite que moi. Je vous remercie pour votre attention. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, si vous arrivez à relever mes coordonnées, vous pouvez le faire maintenant. De toute façon, les slides atterriront rapidement, hein, sur le site et le replay sera aussi rapidement disponible sur la chaîne YouTube UFE. Et donc, avec plaisir, hein, si vous avez besoin d'éclaircissement ou si vous avez besoin d'être accompagné, les équipes de Richelieu International sont à votre disposition et se feront un plaisir de vous accompagner, quelle que soit votre situation, puisque chaque situation, effectivement, est un cas particulier que nous examinerons en tant que tel. Voilà, donc si vous avez des questions, alors j'imagine, Pierre, tu as dû récolter pas mal de questions. Oui, Alors, je il y a suis en... quelques questions. On peut aller assez vite. Toi, Oui, pour ceux je qui sont pense, encore là, désolé, hein, pour ceux qui ont des plans pour le dîner, je suis euh, un peu désolé. une première question. Est-ce qu'il y a, si on veut approfondir les sujets que tu as développés, y a-t-il des livres ou d'autres ressources disponibles?
Alors, des ressources pour approfondir, ben, je vais un peu faire ma pub quand même. Vous verrez que dans le petit footer qui est en bas, il y a notre site web, richelieuinternational.com, dans lequel il y a beaucoup de fiches thématiques sur les thèmes que j'ai abordés de façon plus ou moins exhaustive. Ils sont abordés de façon exhaustive. Donc là-dessus, on répond à énormément de questions à travers notre site web. Encore une fois, hein, comme il est axé sur la gestion de patrimoine des expatriés, vous allez trouver tout un tas de fiches thématiques. Voilà. Alors, question suivante. Pour les contrats avec avantage fiscal type PEA, PER ou IDECO, NISA, l'avantage Oui. fiscal est-il reconnu par l'autre pays? Par exemple, le Japon va-t-il taxer les opérations dans un PEA qui ne sont pas taxées en France? Normalement, non, ça rentre dans la convention fiscale. Par contre, vous ne serez pas exempt des prélèvements sociaux. Sur l'assurance vie, il y a un prélèvement à la source qui est fait en France, et donc le Japon peut en remettre une couche derrière avec ouverture d'un crédit d'impôt. Et une autre dernière question. Accompagnez-vous les résidents ou non-résidents à investir dans l'immobilier au Japon? Si oui, de quelle façon? Alors, on peut les accompagner en termes, on va pas faire, on n'est pas une agence immobilière, donc on ne va pas faire de, alors on peut vous recommander quelques agences qui sont spécialisées dans l'immobilier, dans le Fudosan pour Gaijin, hein. On va par contre vous accompagner sur la planification, c'est-à-dire sur la pertinence de le faire, sur le rendement que vous pouvez en tirer, on aura du mal à aller chercher, effectivement, contrairement à des biens en Europe, on aura probablement du mal à aller vous chercher un établissement qui vous finance, mais on peut bien sûr vous accompagner dans la pertinence et la planification de l'investissement immobilier au Japon. Alors, écoute, avec ça, je pense que on a fait le tour des questions. D'accord, ben super. Vu Bon. l'heure, Oui, encore une fois, je suis absolument je... désolé. Il est 9 heures, donc je vous ai fait rater l'apéritif pour ceux qui sont encore là. Et vous m'excuserez Ah, auprès de vos hôtes qui vous dernière attendent question. Bon. pour dîner. Une dernière question, non? D'accord. Non, je sais pas. J'aimerais comprendre comment vous vous rémunérez. Ah, alors, la façon dont on se rémunère essentiellement, hein, là j'ai insisté là-dessus, sur la durée, donc on se rémunère essentiellement sur la gestion. On se rémunère sur l'encours de gestion et donc sur nos conseils de gestion. On n'a quasiment pas de frais, ça dépend des cas, mais à l'entrée. Donc on n'est pas là pour, entre guillemets, placer un produit et partir derrière et toucher notre com. Les coms à l'entrée sont vraiment minimales et on prélève en fait des frais de gestion qui sont le fruit de notre accompagnement et de notre allocation d'actifs à partir des actifs présentés. Voilà. Donc ça s'inscrit vraiment dans la durée, hein. Certains de nos confrères ont la tentation effectivement de charger beaucoup et peut-être peu derrière, mais effectivement, l'inconvénient, c'est que dans la durée, l'accompagnement n'est pas garanti. Nous, effectivement, ça Bon, nous contraint, et avec plaisir d'ailleurs, puisque c'est notre philosophie, à vous suivre dans la durée. bon, bah, écoute, bah, merci beaucoup pour Je t'en prie, Pierre. Ben, merci encore à l'UFE et à toi, Pierre, et à tout le conseil d'administration de l'UFE pour écoute. leur Et accueil. puis bah donc à tous et toutes, la vidéo sera disponible sur notre site et puis les slides aussi. Donc Ok, donnez-nous ben, je te quelques fais jours. parvenir les slides, Pierre, de N'hésitez manière à ce qu'elle pas, puisse être postée. Et puis oui, voilà, et n'hésitez pas, n'hésitez vous pas à avez mes contacter coordonnées, Jean-Noël. hein. Voilà, merci beaucoup. Merci, Bonne au revoir. soirée et oyasumi nasai à tout le monde.